Enfin, à vrai dire, on a changé complètement de position. Quand on a commencé à faire des recherches sur le climat et l'énergie, on était opposé au nucléaire. Il y aurait plein d'arguments pour que la gauche défende le nucléaire français. Pourquoi on le défend pas ? Parce que la construction du mouvement écolo, pas en France particulièrement, plutôt dans le monde, ça s'est fait aussi contre l'atome. Il y a une partie du débat politique qui est un peu dans un game où en fait soit t'es 100% d'accord avec des gens, soit c'est ciao, faut les jeter à la poubelle. Faut les jeter à la poubelle, etc. Et c'est très tentant. C'est bien de se critiquer, c'est comme ça qu'on avance. Mais le but, c'est aussi après, à la fin de la journée, de se rappeler qu'on a beaucoup de trucs à faire et qu'on a intérêt à voir aussi ce qui nous rassemble pour avoir une chance d'y arriver, quoi. Ludo Torbet, Stéphane Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Xavier Chung, les créateurs de la chaîne YouTube Osons Causer et du site de formation vidéo Osons Comprendre. Créée en 2015, la chaîne Osons Causer compte presque 370 000 abonnés sur YouTube et plus d'1 million d'abonnés sur Facebook. Votre site à abonnement Osons Comprendre, lancé en 2019, compte plus de 50 vidéos, d'une dizaine de minutes à parfois 1 heure, axées sur la vulgarisation des sciences sociales, de la politique et des enjeux liés au climat, à l'énergie, l'économie, l'Union européenne et tout un tas d'autres sujets, parfois en lien avec les aléas de l'actualité, comme les vaccins, la laïcité, la démographie. Vous essayez de traiter de tous ces sujets en utilisant, je vous cite, un plan simple, des mots simples pour réfléchir sur un sujet complexe et sérieux. On essaie donc de ne prendre personne pour un con et surtout de ne pas embrouiller avec un lexique artificiellement trop pompeux pour être entendu. Car selon vous, je vous cite encore, la politique c'est chiant parce qu'on ne parle que de trucs abscons, compliqués, que personne ne comprend, alors que la parole doit lier et non exclure, qu'elle doit susciter et non interdire, qu'elle doit ouvrir et non pas clore. Notre verlan, nos grands gestes, nos tournures orales et nos comparaisons foreuses sont des invitations à la réflexion. En gros, vous entendez donc lutter contre la désertion et le dégoût de la politique, causé selon vous par les trahisons, les reniements, les mensonges, la langue de bois, bref, le triste spectacle de nos hommes et femmes politiques professionnels qui en a dégoûté plus d'un. Ainsi, partant de ce constat, et avant de parler de certains des thèmes récurrents de votre travail comme l'écologie et l'énergie, nous souhaitions vous interroger sur ce que vous appelez la démocratisation des savoirs. Donc, pourquoi pensez-vous qu'il est important de démocratiser et de rendre compréhensible et intéressant pour toutes et tous les savoirs ou les controverses politiques qui traversent notre époque ? Pourquoi vouloir nous réconcilier avec la politique et en même temps, comment faire pour que la politique ne soit pas chiante ? C'est vaste sujet. En gros, pour nous, comme tu l'as dit, tu vois, on se rend bien compte que la politique concerne tout à chacun, mais pourtant, elle exclut. Elle exclut parce qu'elle est dure à suivre, parce qu'elle est compliquée, parce que ça prend du temps, parce qu'on a autre chose à faire. Et pourtant, on a des problèmes importants à régler. On est la génération qui va se taper une crise énergétique et une transition énergétique inéluctable à faire si on veut avoir une planète habitable et un climat pas trop déconnant. Et ça, si on le règle pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. Et du coup, il faut des médiateurs et des médiatrices pour rendre ces sujets complexes et difficiles assez intéressants pour que tout à chacun puisse se faire son avis et se sentir acteur de la transition en cours. Et du coup, nous, sur Osons Comprendre, ce qu'on veut faire, et sur Osons Causer, c'est de faire le taf d'aller regarder les informations, d'aller regarder la science, les rapports scientifiques, d'aller regarder les statistiques, les rapports. On essaie d'en faire une synthèse digeste, compréhensible, pour que chacun puisse se faire son avis. Et on fait ça sur plein de sujets importants, parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels les citoyens et citoyennes doivent se positionner. Et je suis d'accord, et on pense, heureusement, je peux rajouter un petit truc, c'est qu'on pense aussi qu'il y a un gros manque. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de médias dont beaucoup font pas trop mal leur travail, des fois même très bien. Mais nous, ce qu'on essaye de faire aussi avec Osons Comprendre, c'est pas juste de l'information, mais de la formation. Et la distinction peut paraître un peu artificielle, mais elle recouvre vraiment quelque chose, on pense. C'est-à-dire que même en faisant bien son travail, un journaliste, en général, il va avoir collé à l'actu, avoir peu le temps et l'occasion de vraiment aller en profondeur dans un problème. Et nous, on pense que c'est un des trucs dont on est un peu orphelin et dont on a un grand besoin collectivement, tous dans nos vies, c'est de pas juste avoir un avis sur telle polémique, telle controverse, etc., mais à des moments où on a un peu le temps et la disponibilité pour ça, aller vraiment en profondeur dans des sujets pour savoir ce qu'on pense du nucléaire, des renouvelables, de la sobriété, comment ça marche la politique en Europe, qu'est-ce qu'on aimerait comme institution politique en France, etc., etc. Plein de questions hyper importantes pour les choix qu'on a à faire, mais qui peuvent pas se traiter avec juste des petits sujets d'informations de l'actu qui passe et qui file. De ce que tu dis, j'ai l'impression que
pour reprendre un terme un peu galvaudé, enfin assez critiqué, qui a quand même une volonté d'éducation populaire en fait dans ce que vous faites. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce truc-là? Bah, tout à fait. Bah, maintenant, dans le monde moderne des réseaux sociaux et de YouTube, on dit plutôt vulgarisation, mais c'est des termes qui pour nous sont largement substituables. On doute pas que historiquement ça a différentes genèses, différents acteurs et un peu différents projets, mais globalement ça veut dire prendre des informations qui sont cruciales pour qu'on se repère et qu'on fasse des choix collectifs et essayer de les mettre à disposition du plus grand nombre dans une manière intéressante, claire et honnête. Tu vois, dans nous, tout ce qu'on fait, il y a nos sources sont citées, il y a toujours un article avec lequel tu peux aller regarder les sources, vérifier ce qu'on dit, voir si t'es pas d'accord, faire tes propres recherches. J'espère, je sais pas s'il y en a, mais s'il y en a, dites-le nous en commentaire. J'espère qu'il y a des gens qui se servent de notre boulot et de notre travail de source pour accélérer leur compréhension et leur découverte d'un sujet. Parce que nous, on est là pour servir de passeur et de facilitateur d'avis. Et c'est vrai, là, avec le flux des actualités qui passent, qui chassent, tu sais même plus ce qui se passe. Tu veux réfléchir sur un service public, mettons la santé. On en est où, là? Il y a eu le Ségur. On a oublié le Ségur. Et on arrive à les recruter, on n'arrive pas à les recruter. On a assez d'infirmiers, on n'a pas assez. On a complètement oublié, alors que c'était un sujet clé il y a peut-être un an et demi. Et cette actu qui chasse, il faut des gens qui essayent de faire un peu pilier ou figure de rappel pour synthétiser du savoir qui va rester là dans le temps pour qu'on puisse tous se repérer. Et si c'est ça l'éducation populaire, eh ben amen. Et aussi, il y a un truc dans l'éducation populaire, je pense, qui correspond bien à la démarche, c'est que on est aussi là pour apprendre nous-mêmes. Ceux qui apprennent le plus de trucs dans notre activité, c'est nous. En fait, la plupart des sujets qu'on traite, à la base, on n'en est pas expert. Quand on va lire des rapports, les articles scientifiques, etc., on est les premiers à apprendre des choses. Et je pense que c'est très affinitaire avec la démarche historique de l'éducation populaire qui était assez liée en France à la gauche, au PC, etc. Il y avait aussi une démarche d'auto-formation en fait. C'est pas forcément l'expert qui connaît bien un sujet et qui va de haut t'expliquer ce qu'il faut que tu penses, c'est aussi quelqu'un qui va lui-même apprendre pour t'apprendre. Et c'est aussi ce qui fait qu'on aime bien le travail qu'on fait, c'est qu'on aime bien apprendre des choses et qu'on passe notre temps à faire ça, quoi. C'est un travail génial. C'est un travail génial d'avoir le temps. C'est un luxe, hein, d'avoir le temps d'apprendre et de chercher à comprendre ce qui se passe dans le monde et d'avoir le temps de pouvoir un peu détricoter. Tu vois, c'est modeste. On peut pas aller au fond d'un sujet. Il y a plein de gens qui maîtrisent mieux tous les sujets dont on parle. Mais de prendre ce temps-là, on a une chance de fou, hein. Nous, on était des intellos à l'école, hein, tu sais, des gens qui aimaient bien apprendre et qui aimaient bien les devoirs qu'on nous donnait. On aimait bien faire ça. Et là, on peut le faire sur les sujets de notre choix, à notre manière, et on se sent un peu utile parce que c'est souvent des sujets sur lesquels on a tous besoin de se faire notre avis. Du coup, trop bien. En effet, nous aussi, on est persuadés avec Vincent que la démocratisation des savoirs, elle est essentielle et que aujourd'hui, il y a un point de vue très techniciste et très d'experts en fait, qui ont le droit, qui ont la légitimité de parler sur un ensemble de sujets. Mais qu'on a tous besoin démocratiquement d'avoir accès à de la connaissance sur des sujets qui sont essentiels pour notre mode de vie, pour la France de demain, pour le monde dans lequel on veut être, quoi. Du coup, sur cette, au-delà de la question de la démocratisation des savoirs, l'autre question qui nous intéressait par rapport à votre travail autour de la démocratie, la démocratisation, en fait, j'avais envie de paraphraser en introduction Geoffroy de la Gannerie qui dit « Être de gauche, c'est faire l'expérience de l'impuissance ». Et vous, dans votre chaîne, vous dites que beaucoup de citoyens sont aujourd'hui dégoûtés de la politique, c'est-à-dire de la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui par les hommes et les femmes politiques qui nous représentent à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Mais en tant que citoyen lambda, on peut avoir l'impression de ne pas avoir de prise sur les politiques publiques qui sont mises en place. Même quand on s'engage dans des collectifs militants, on va célébrer des petites victoires faute de pouvoir célébrer des changements d'ampleur radicaux et des changements de cap et de modèle.
Du coup, pour vous, quel rôle, quelle place il y a aujourd'hui pour les citoyens lambda face à ce dégoût de la politique que vous soulignez et à cette impuissance qu'on peut tous ressentir face à des décisions qui sont prises sans nous, mais en notre nom, quoi. Et comment on peut faire de la politique autrement ? Et qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi, de faire de la politique autrement ? Moi, je veux bien commencer, juste commencer. Je pense que c'est à la fois une expérience très classique pour des gens qui veulent changer des choses, d'avoir l'impression que ça avance pas, voire que ça recule, que c'est très difficile de faire bouger quoi que ce soit. Et du coup, ce sentiment d'impuissance, effectivement, tu peux l'avoir facilement dans l'histoire de la gauche. Néanmoins, moi, c'est un truc que je pense depuis très longtemps, qu'il faut faire attention à ne pas rater toutes les avancées qui sont faites. C'est notamment un autre penseur, Noam Chomsky, qui en avait parlé il y a déjà très longtemps. On a beaucoup l'habitude, quand on a le nez dans le guidon, de voir ce qui n'avance pas ou ce qui recule. Et en fait, on perd de vue parfois vraiment la quantité incroyable d'avancées, de progrès, etc., qui se sont mis en place depuis 50, 100, 150 ans. Dans tellement de domaines, enfin, c'est assez incroyable. Le truc, c'est que d'une part, ça va souvent pas assez vite, et c'est un peu un effet de position en fait. À chaque fois, pour les gens qui sont les plus exigeants de chaque époque, ça sera forcément jamais assez rapide. D'une part, et d'autre part, il y a aussi des moments où les choses se débloquent et où ça se fait d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de gueuler dans le désert pendant 20 ans, que quelque chose n'avancera pas, et d'un coup, à un moment où le mouvement de fond de la société a été suffisamment fort, où la conjonction d'événements fait que ça devient pertinent, hop, on accélère, mais peut-être même qu'à ce moment-là, on s'en rendra même pas compte qu'on a gagné, parce que en fait, on est déjà à une autre exigence, à un autre truc. Là, en ce moment, typiquement, ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, etc., ça a des grandes chances de donner quand même un bon coup d'accélérateur sur la sortie de la dépendance au gaz et sur le passage à la fois au renouvelable, et ça peut-être la relance de nucléaire, qui, à long terme, ont des chances d'avoir un très bon impact pour le climat. Mais nous, à ce moment-là, les gens qui demandent ça depuis 20 ans, ils ont l'impression que c'est juste un rattrapage, que c'est toujours pas assez vite, qu'il y a d'autres problèmes, que ça ne montre pas tel problème, ce qui est vrai. Mais faut pas qu'on loupe ce qu'on gagne et ce qui avance aussi. Après, dans les grandes expériences de l'impuissance des gens du commun récentes, t'as le référendum sur le traité constitutionnel européen. Tout le monde, 55% des Français ont voté non. Du coup, il y avait une participation importante à ce référendum. Mais pourtant, d'abord Sarkozy puis Hollande ont validé un traité européen qui en reprenait exactement tout le contenu du texte qui avait été rejeté. Et du coup, c'est sûr qu'on a des moments cristallisants de l'impuissance populaire et citoyenne. Il y a des gens qui ont voté pour le changement, c'est maintenant, contre une Europe libérale, et il s'est rien passé. Et ça, c'est vrai qu'à force, ça nourrit du ressentiment, du dégoût, quand tu vois que ta vie change pas. Et c'est aussi vrai que malgré des avancées indéniables sur plein d'aspects sociétaux et sur la transition énergétique et climatique, tu as des sujets où ça régresse. Tu peux penser qu'on détricote l'essentiel des services publics, que le compromis de 45 qui faisait notre protection sociale, il est attaqué de toutes parts, qu'il y a des privatisations sur plein de domaines et que ce mouvement de libéralisation et de privatisation, c'est une lame de fond qui nuit à des millions de Françaises et de Français et d'autres gens en Europe et dans le monde. Et du coup, c'est vrai que quand tu subis une dégradation de tes conditions de vie et une dégradation de tes conquis sociaux, les services publics, la protection sociale, et que quand tu votes, ça ne se traduit pas, le seum monte. Et tu peux avoir envie de dire, allez tous vous faire et on se revoit dans 2 jours. Enfin, on se revoit jamais. mais le problème, c'est que tu disais, être de gauche, c'est faire l'expérience de l'impuissance. Mais les citoyens, c'est notre seule expérience possible de la puissance. Tu vois, c'est sans élan populaire et citoyen, garde la pêche pour te retrouver puissant. Tu peux compter sur un alignement fortuit des planètes, tu peux compter sur une maturation lente des idées dont le temps est venu et qui finissent par advenir, mais tu auras quand même
toujours besoin de soutien populaire et d'implication. Et du coup, c'est vrai qu'il faut tenir un peu l'équilibre entre ces deux choses-là. Et c'est vrai aussi qu'il y a peut-être un travail dans le champ politique. On voit qu'il est en recomposition. Là, s'il y a 10 ans ou 15 ans, on nous avait dit qu'il allait avoir l'extrême centre en face de Mélenchon, mais allié avec le PS et le LV en face de Marine Le Pen, qui est même pas la pire candidate d'extrême droite, parce que maintenant on a Zemmour. On t'aurait dit mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et du coup, on est aussi en train d'être le témoin et les acteurs et actrices d'un changement de construction politique. Là, notre système politique, il bouge. Les partis politiques se recomposent, tout bouge. Et du coup, c'est vrai que là, on est dans un état où la représentation politique et le compromis démocratique tel qu'on l'a dysfonctionne. Là, on a une 5e République où le président a été notamment pour élu. les jeunes. Notamment pour les jeunes. Les jeunes, c'est mort. Parce que moins de votes, mais aussi ultra peu représenté, et il y a un décalage énorme et qui n'est pas propre à la France, qu'on retrouve... Là, je regardais les chiffres des dernières élections aux États-Unis, enfin, le décalage démocrate, républicain, jeune, vieux, il est juste énorme. Enfin, et en France, on avait la même chose. Fillon, il faisait des scores incroyables. Je crois qu'il était premier chez les plus de 65 ans. Enfin, tu vois qu'il y a quand même aussi des décalages générationnels, en plus des trucs de riches pauvres, etc., mais qui sont très très importants aujourd'hui. Et qui sont à surmonter. C'est une des choses qui est devant nous, un des défis qu'on va devoir collectivement relever. Et il faudra un peu de tout ça et garder une once d'optimisme. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Steph au début. Après, oui, j'ajoute juste pour finir, c'est vraiment pas notre métier. Et du coup, nous, on dit des choses d'analystes et de citoyens observateurs et concernés. Mais bien malin, si quelqu'un avait la solution pour résoudre notre crise politique et pouvait te dire tiens, vas-y, c'est clé en main, prends, je te l'offre, ce serait fantastique. Mais c'est pas notre métier et ça a l'air d'être très difficile. On va sûrement se tromper, essayer, tâtonner, avoir des déceptions et des avancées malgré les déceptions. Faut calibrer un peu ses attentes et être modeste sur les solutions proposées. Vous parliez justement de la guerre en Ukraine. Et du coup de l'énergie, transition énergétique, gaz. Sur votre site de formation Osons Comprendre, vous travaillez beaucoup sur les questions d'énergie, de climat, transition écologique, énergétique. En ce moment, c'est la COP27. Et il se trouve que Emmanuel Macron vient de sortir une petite vidéo sur les réseaux sociaux où il se gargarise d'avoir doublé la baisse des émissions de gaz à effet de serre par rapport au quinquennat d'Hollande. Et en face, les organisations écologistes, mais même le Conseil d'État, dans un rapport de 2021, une instance qui n'est pas spécialement gauchiste a priori, pointe que la France n'est pas sur une trajectoire qui lui permettrait de limiter le réchauffement climatique à plus d'un degré comme les accords de Paris. De votre côté, quel bilan vous pouvez tirer du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et quels espoirs est-ce que vous placez dans l'action du gouvernement en matière d'écologie pour le second quinquennat? Alors c'est dur de faire tout le quinquennat Macron sur l'écologie. Il y a quand même, on va pas avoir le temps là en quelques minutes, mais c'est vrai qu'ils ont doublé la baisse des émissions. Après, il faut comprendre cette phrase. Doubler la baisse, c'est quand même pas le langage le plus transparent du monde. C'est toujours insuffisant pour être compatible avec la trajectoire à laquelle la France s'est engagée, blablabla. Mais après, si on veut faire le bilan, on peut souligner quelques trucs positifs, notamment en début de quinquennat, l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui était quand même un truc symbolique, mais quand même assez important, il y a un peu quelque chose. Il y a eu un certain soutien du développement de la voiture électrique et on peut penser qu'il faut moins de voitures, mais si les voitures qu'on a, il faut qu'elles soient électriques, ça c'est plutôt positif aussi. Après, il y a évidemment énormément de manques. On va pas pouvoir tous les faire, peut-être. Pour moi, je sais pas, il y a trois domaines où on pourrait insister. Premier, c'est la rénovation thermique des logements. Ça, c'est indispensable. Là, d'ailleurs, la guerre en Ukraine, ça nous prend de plein fouet qu'on a été en retard pour mieux isoler les logements et les bureaux et les bâtiments publics. Parce que si on les avait mieux isolés, on aurait eu besoin de beaucoup moins d'énergie et moins de gaz tant qu'il y a des chaudières à gaz. Et ça, Macron avait fait je sais pas quoi comme promesse. Diviser par 2 le nombre de passoires énergétiques. Donc les passoires énergétiques, c'est vraiment... on voit tout ce que c'est, je pense, pas forcément le mot, mais c'est les trucs que tu chauffes autant dehors que dedans et t'as des factures incroyables alors qu'il fait 16 degrés chez toi. Du coup, ça, malheureusement, il y en a encore des millions et des millions en France et il avait, je crois que 7-8 millions
Il avait dit on va diviser ça par 2 en un quinquennat. Bon, quasiment rien n'a été fait. Il y a un bilan de France Stratégie qui a fait un premier bilan de parcours de MaPrimeRénov', qui était la grande réforme et la grande politique publique de lutte contre... d'incitation pour rénover thermiquement tes logements. Et ce bilan, il dit que il y a très peu de rénovations complètes et très peu de sorties de passoires thermiques. Il y a eu 450 000 dossiers instruits au moment du rapport et il y en a même pas 10 000 qui donnent quelque chose. Et des rénovations complètes, je crois qu'on est en centaines. Donc c'est pour te donner une ordre d'idée. L'essentiel de ce qu'il a fait, c'est changer des chaudières. C'est bien de changer des chaudières et de sortir des chaudières à fioul pour passer à des pompes à chaleur dans l'idéal ou à des chaudières gaz plus performantes, c'est bien, mais bon, ça suffit pas. Et ça, c'est un gros manquement. Il a dit, nous, on est pas mal alignés, on croit beaucoup à une proposition un peu récente de François Ruffin dans une interview à l'Assemblée nationale de faire un service public de la rénovation, parce qu'on est tous conscients que c'est des investissements qui sont bénéfiques à long terme pour le pays. Parce que là, quand même, la facture fossile, ce que chaque année la France dépense comme milliards d'euros qui partent à l'étranger dans des pétromonarchies, et là, récemment, dans des pétromonarchies russes qui finissent par nous faire la guerre et détruire nos voisins et empirer le monde, ces milliards d'euros, on parle de... parfois 50 milliards d'euros chaque année. Et cette année-là, avec l'augmentation des prix du gaz et du pétrole, on est à 10 milliards d'euros par mois. Il y a des chances qu'on ait une facture énergétique qui dépasse les 100 milliards d'euros qui vont partir au Qatar, en Arabie Saoudite, un peu en Norvège, en Russie, dans les pays pétroliers et producteurs de gaz. Et du coup, rénover les logements, moins dépendre des énergies fossiles, c'est bénéfique pour notre balance commerciale, c'est bénéfique pour la santé des gens, parce qu'on sait que ça cause des dizaines de milliers de maladies respiratoires, cardiovasculaires et même de morts précoces. Puis plein de gamins qui ont des problèmes d'asthme, de machin, etc., qui sont liés à l'humidité. À l'air ambiant, à la pollution intérieure, avoir des logements mieux isolés, mieux ventilés, c'est mieux pour notre santé, c'est mieux pour les factures. Il y a une étude, juste je te fais une petite tangente, on avait trouvé une étude qui montrait qu'il y avait moyen d'économiser 600 millions d'euros pour l'assurance maladie juste en sortant des passoires thermiques. Juste ça, le nombre de maladies que ça permettait d'éviter chaque année, ça faisait 600 millions d'euros d'économie pour l'assurance maladie. En gros, ils calculaient qu'à chaque fois qu'on mettait 1 euro pour faire de la rénovation thermique de ces passoires thermiques, on gagnait plus qu'1 euro en dépenses évitées. Juste en dépenses de santé, parce qu'après, tu gagnes encore autrement. Et ça, ce type de raisonnement, de faire des économies, pas par l'économie au sens classique néolibéral de on optimise chaque process pour gratter sur ci, gratter sur ça, mais de l'économie en captant les interdépendances qu'il y a entre les différents secteurs de l'économie et pour faire des économies intelligentes, du type permettre aux gens d'être moins malades, payer moins de gaz, moins détruire le climat, etc. Je pense que ça fait partie des choses qu'on aimerait, sur lesquelles on aimerait progresser, comprendre là où il y a justement ce genre de choses à faire qui peuvent nous faire sortir de ces crises par le haut plutôt que par le bas. Malheureusement, en ce moment, c'est là où tu vois que les économistes, on est plus dans le court terme et par le bas, quoi. Que les économistes qui savent tout et qui ont des grands plans pour savoir comment va marcher l'économie mondiale, en fait, c'est des idéologues aveugles. Parce que c'est ça, ce qu'on vient de décrire avec la rénovation des logements, c'est l'exemple même d'une externalité positive et d'un multiplicateur macro. C'est des mots d'économie qui veulent dire que ça sert à tout le monde et que ça rapporte de l'argent. Et du coup, ça mériterait d'en faire un service public, puisque chaque euro que l'État investit va revenir multiplié dans ses finances publiques et dans les trucs qu'il n'a pas à dépenser. Mais ça, évidemment, par idéologie libérale, ils te le proposent pas. Et du coup, nous, on pense que là... Certains économistes le proposent, mais pas forcément ceux que tu connais, quoi. Ouais. Et pas ceux qui gagnent les prix Nobel et qui sont les champions et ceux qui savent tout, qui savent lire dans les arcanes de poulet de l'économie. Ces gens-là n'y arrivent pas. Et du coup, nous, on est alignés avec la proposition de Ruffin d'en faire un service public. C'est un gros manquement du quinquennat de Macron. Deuxième manquement, je vais vite, c'est la bagnole. Là, on est en train de mettre des milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat des Français et encaisser l'augmentation des prix de l'énergie. Et du coup, on sponsorise le diesel et l'essence. Qu'est-ce que fait Macron ? Et le gaz. Encore une fois, et le fioul même d'ailleurs. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne conditionne pas ce soutien à des mesures de sobriété. Ou à des revenus, surtout. Ou aux revenus. C'est-à-dire que si tu as un énorme SUV et que tu gagnes 10 000 balles par mois, tu as les mêmes aides à l'essence que quelqu'un qui n'a pas de thune. Complètement. Et en fait, si le pétrole est méga cher pour la France, peut-être que la personne qui gagne très bien sa vie et qui a un SUV...
bon, si c'est plus cher l'essence et qu'il est obligé de consommer moins, c'est peut-être pas si mal non plus, quoi. Ou qui nous rapporte plus en taxes. Oui, voilà. Tout à fait. Et du coup, ça, il a pas profité de ces aides massives cet été pour faire passer la mesure pourtant votée par la Convention citoyenne pour le climat des 110 km/h sur autoroute. Il avait un boulevard. Wesh les gars, vous voulez pas payer d'argent dans vos bagnoles? Ok, je vous sponsorise, je vous fais un chèque, mais vous roulez moins vite. Vous pouvez pas tout avoir. Je vous fais le chèque, vous voulez pas payer, mais vous voulez cramer l'essence. Ça marchait pas. Et pourquoi il le fait pas? Parce qu'il a pas de courage politique et parce que l'écologie n'est pas sa priorité. Et enfin, dernier truc. Et aussi, quand même, aussi parce qu'ils sont traumatisés par l'épisode des Gilets jaunes. Et pourquoi ils sont traumatisés par l'épisode des Gilets jaunes? Parce que, à un moment, la manière dont ils ont essayé de faire les mesures écologiques, c'était on fait payer tout le monde et on fait pas attention au fait que les pauvres sont les premiers touchés et les pauvres et aussi les classes moyennes inférieures, notamment dans les milieux où tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, etc., ont pris très cher. Il n'y avait pas de réflexion sur l'impact inégalitaire de ces taxes carbone, contrairement à d'autres pays où il était prévu de compenser par d'autres baisses d'impôts, etc., pour que ça pèse au final pas plus sur les pauvres qu'avant cette taxe carbone. Le fait de ne pas avoir intégré cette réflexion sur les inégalités et d'avoir voulu faire payer tout le monde pareil en faisant peser ça en fait beaucoup sur les pauvres et les classes moyennes, ça a fait ce moment politique qui fait que maintenant ils sont traumatisés et ils font quoi ? Ils refont la même chose. C'est-à-dire que là, c'est plus faire payer, c'est subventionner, mais là, ils subventionnent en subventionnant les riches, et du coup, en faisant payer tout le monde demain pour avoir aidé les riches aujourd'hui, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Donc ça, gros manquement. Et puis le dernier, je pense qu'on en parlera plus tard, c'est la politique électrique. Il a pas mis assez de coups de collier au développement des renouvelables et il a fermé une centrale nucléaire qui marchait très bien. Et là, du coup, on se rend bien compte que ça nous met dans une crise d'approvisionnement électrique. Et ça, il aurait pu l'anticiper et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en étant plus sérieux. Là, il a l'air de se réveiller, mais bon, ça fait 5 ans qu'il est en responsabilité. Donc. Et quand on dit qu'il aurait pu l'anticiper, c'est que les problèmes actuels, ils sont pas juste dus à la guerre en Ukraine. Ils sont pas juste dus non plus aux soucis qu'on a aujourd'hui de corrosion sous contrainte sur certains circuits de centrales nucléaires. Là, c'est évidemment, c'est le pas de chance et ça empire la situation, mais RTE, qui s'occupe de transporter l'électricité et qui doit s'assurer que le réseau tient la route année par année, ça fait des années qu'ils avertissent le pouvoir je crois que c'était déjà le cas sous Hollande, qui commençait à dire attention, si au rythme où on va et en fermant Fessenheim, ça va être galère de fermer les dernières centrales à charbon, ça va pas être évident du tout de fermer les dernières centrales à gaz, même si tout se passe bien et qu'on n'a aucun problème par ailleurs, ça va être tendu en hiver s'il fait froid. Donc là, nous, en plus, il se trouve qu'on a plein de trucs qui aggravent la situation. Mais si gouverner, c'est prévoir, il aurait peut-être fallu, ça aurait peut-être été pas si mal d'écouter les experts avant et de faire ce que demandaient beaucoup de gens déjà en fait à l'époque, qui était d'accélérer déjà sur les renouvelables et de pas fermer une centrale nucléaire qui marche bien et qui défonce pas le climat quand on a quand on a encore à côté de ça des centrales à gaz et au charbon en activité qui détruisent la planète. Voilà. Voilà, petit bilan. Du coup, ça tombe bien parce qu'au sujet du mix énergétique. Sur votre site Osons Comprendre, vous avez fait pas mal de vidéos à ce sujet. Beaucoup, ouais. Et donc j'ai l'impression qu'après avoir épluché pas mal de rapports, de scénarios de transition, et contrairement à une bonne partie de la gauche, vous vous positionnez en faveur de maintenir une part substantielle du nucléaire dans le mix énergétique à l'horizon 2050, entre un tiers et 50%, je crois. Selon mix électrique, quoi. Ouais. Avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire que, juste pour préciser ce que c'est la neutralité carbone, c'est-à-dire que toutes les émissions de gaz à effet de serre en France seraient compensées par des puits de carbone naturels comme les forêts, les océans, les zones humides. En somme, on ne rejetterait pas plus de gaz à effet de serre que ce que la planète est capable d'absorber. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez préciser votre positionnement en matière de mix énergétique pour la France de 2050 dans ce fameux débat entre les renouvelables versus l'énergie nucléaire, et comment vous expliquez en fait vos divergences avec le reste de la gauche française et une grosse partie du mouvement écolo qui, en général, comme la France Insoumise surtout, et Europe Écologie Les Verts, sont assez farouchement anti-nucléaires. Bonne question. Nous, à vrai dire, on a changé complètement de position. Quand on a commencé à faire des recherches sur le climat et l'énergie, on était opposés au nucléaire. On faisait comme ce qu'on était, des sympathisants de gauche plutôt radicale, pas trop loin de la France insoumise et de l'écologie politique telle qu'elle avait été théorisée et mise en pratique dans les années 2000 et 90. Du coup, on était opposés aux centrales. On pensait qu'il y avait un problème avec les déchets nucléaires, qu'elles n'étaient pas sûres, qu'elles ne servaient à rien et qu'on pouvait s'en passer facilement.
On s'est dit, ça c'est des phrases qu'on pouvait répéter, mais avec notre projet d'éducation populaire et le site, ça mérite mieux. Il faut qu'on aille regarder ce que disent les scientifiques, les rapports, et qu'on comprenne mieux ce problème climatique et énergétique. Plus on a fait de recherche, plus on a nuancé cette position-là. Et on s'est rendu compte, d'abord, que évidemment, le nucléaire fait partie d'une de nos 2 seules options pour faire de l'énergie décarbonée. Et du coup, vu le défi que va représenter l'élimination des énergies fossiles qui émettent énormément de gaz à effet de serre pour maintenir un climat vivable, ça peut être questionnant de se passer d'une des 2 options. Mais à la rigueur, si l'autre fonctionne, si 100% renouvelable marche, ça pourrait le faire. Et là, on s'est rendu compte que c'est pas évident, c'est un gros pari technique sur l'avenir d'engager la France vers du 100% renouvelable. On va développer tout ça en détail dans un livre qui devrait sortir au printemps, mais l'impulsion qu'il y a derrière les difficultés du 100% renouvelable, c'est que c'est très difficile d'équilibrer la production d'électricité avec la consommation. Schématiquement, une éolienne, ça produit quand il y a du vent, panneau solaire quand il y a du soleil, mais la consommation électrique, pas forcément. Et du coup, c'est très difficile d'arriver à faire cet équilibrage. Il faut stocker de l'électricité, et stocker de l'électricité, c'est compliqué. Ça a des chances d'être difficile à faire, voire impossible. Et si on arrive à le faire, ça a des chances d'être très cher. Même plus cher que le plus cher des centrales nucléaires. Et du coup, pour ces raisons-là, on a commencé à penser que le nucléaire avait un intérêt et que ça pouvait être une des béquilles qui garantit une transition énergétique et une sortie des énergies fossiles. Après, on s'est demandé, mais ok, mais si le nucléaire, ça va nous péter à la gueule et qu'on sait vraiment rien faire des déchets, désolé, à demain, passez votre chemin, on peut pas faire ce pari-là. Et du coup, on a commencé à chercher, à nous documenter sur les risques. On s'est d'abord rendu compte que, en fait, la phrase que répètent beaucoup de forces politiques à gauche, qui est qu'on ne sait pas gérer les déchets nucléaires. Alors ça, je suis désolé, je vais être cash, mais elle est factuellement fausse. C'est faux. Il y a plein de pays qui ont des centrales nucléaires civiles ou des déchets nucléaires militaires depuis maintenant 70 ans. Du coup, c'est un problème. Les déchets nucléaires sont radioactifs, dangereux pendant longtemps, et du coup, on réfléchit à ce qu'on peut faire. Au début, on les mettait dans l'océan, on en est revenu. Donc, on fait plus ces conneries, on a un peu progressé dans la réflexion. Et en fait, le stockage géologique profond, c'est la solution qu'il y a à Bure, CIGEO, c'est-à-dire mettre les déchets nucléaires très profonds dans le sol, dans une couche géologique choisie avec des géologues et des gens qui connaissent l'état de la roche, en fait, pour choisir la bonne roche qui bouge pas sismiquement et qui va bien contenir les déchets nucléaires et pas faire passer l'eau, blablabla. En fait, si on le fait bien, il n'y a pas de raison que la radioactivité, par magie, se téléporte de 500 mètres dans un trou à chez toi, tu vois. Et du coup, les déchets nucléaires sont un non-problème. Ça, on s'en est convaincu en se documentant. Et c'est un consensus international. Il y a plusieurs options. Chaque pays choisit dans quel trou il va le mettre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés techniques à, notamment... En fait, le truc qui angoisse souvent, c'est que c'est sur très longue période. Et ça, c'est très angoissant. Et en fait, nous, le truc, c'est que plus on a bossé ce sujet, moins on est angoissé par la très longue période. Parce qu'en fait, si tu as calé tes déchets et que tu as refermé ton truc et tout, et que tout est bien calé, ensuite, en fait, les trucs qui peuvent se passer, c'est quasiment rien. J'ai pas le temps d'expliquer. On a des vidéos là-dessus, ce sera aussi dans le livre, etc. Si ça vous intéresse, allez le voir. Mais en fait, la période qui est très délicate, c'est la période qui dure à peu près un siècle, pendant laquelle tu dois descendre à 500 mètres sous terre des déchets ultra radioactifs, où tu peux avoir ce qui peut se passer dans des trucs sous terre, c'est-à-dire des incendies, des accidents, etc., qui sont particulièrement difficiles à gérer, à la fois parce que tu es à 500 mètres sous terre et que c'est compliqué dans tous les cas, et qu'en plus, ce que tu manipules est en soi très dangereux. Et du coup, nous, c'est beaucoup plus cette phase-là où on se dit qu'il faut vraiment que la conception de la sûreté soit très très bien faite pour pouvoir à la fois éviter au maximum les accidents, mais être capable de les gérer s'ils adviennent, plus que la période de très long terme qui, en fait, pose très peu de problèmes, et qui n'est pas de si long terme que ça. Parce qu'un truc un peu surprenant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que la plupart des déchets nucléaires, ils sont pas très dangereux pour des centaines de milliers d'années. En fait, ils sont radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Mais en fait,
La radioactivité décroît, tu vois. dans les déchets les plus dangereux, la plupart la plupart du volume n'est déjà pas plus radioactif que de l'uranium naturel qui se manipule à main nue dans des mines au bout de quelques centaines à quelques milliers d'années. Ce qui n'est pas rien du tout. T'as pas envie de laisser ce problème à des gens qui arrivent dans 2-3 générations, qui n'ont pas du tout profité de l'électricité nucléaire et qui devraient se mettre à gérer ça alors que peut-être eux-mêmes seront dans une situation énergétique compliquée. Donc oui, c'est un problème qui dure longtemps et il vaut mieux le gérer aujourd'hui si on peut le faire et pas le larguer aux générations futures en disant non, on fait pas ça, c'est pas parfait, on va juste le laisser du coup sous terre et rien faire et puis c'est mieux. Ce qui est aujourd'hui la position de LV et de la FI par exemple, ce qui est un peu questionnant en termes de responsabilité politique à long terme pour les générations futures. Mais c'est pas des centaines de milliers d'années, c'est pas des millions d'années en réalité le problème. Après, en vrai, ça change pas grand-chose parce qu'en fait, une fois que c'est à 500 mètres, que ce soit 10 000, 100 000, 1 million, ça changerait rien. Mais c'est quand même intéressant de capter que même sur un truc aussi basique de pendant combien de temps c'est un problème ultra dangereux, même sur ça, en fait, on a des idées qui correspondent pas trop aux choses, quoi. Donc déchets nucléaires, good. Et après, il reste les accidents. Alors, bien sûr, risque zéro, c'est impossible. Bien sûr, c'est dangereux, une centrale nucléaire. On l'a vu avec Tchernobyl, Fukushima. Ça fera jamais une bombe atomique. Ça, c'est de la physique, c'est pas le même uranium. Et on sait très bien arrêter une réaction nucléaire, mais après, il faut refroidir le combustible dans une centrale à l'arrêt. Et c'est ça, les enjeux de sûreté. Du coup, on va faire une vidéo qui sort là, très prochainement. Enfin, qui est sortie. Il faut que je parle dans le futur. Salut, mon mois du futur, elle sera sortie. Et du coup, de mon mois du futur, pour avoir cette vidéo sur Osons Comprendre, sur la sûreté des centrales, et du coup, oui, non, on peut pas réduire le risque à zéro, mais on s'est documenté sur comment est-ce que les exploitants nucléaires dans le monde, mais surtout en France, font pour que même nos vieilles centrales, qui ont bientôt plus de 40 ans, du coup, qui ont été conçues avant Tchernobyl, avant Fukushima, et même avant le premier accident nucléaire que personne connaît, qui s'appelle Three Mile Island, et qui a un peu traumatisé les exploitants de nucléaire électrique, parce qu'il s'est passé des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Et on s'est rendu compte que même nos vieilles centrales, elles prenaient bien en compte ce risque de perte de refroidissement. Et je vous la fais très courte, mais on empile plein de solutions pour avoir toujours de l'électricité et de l'eau pour assurer le refroidissement. Alors c'est pas zéro, mais quand les exploitants nucléaires, ils évaluent les probabilités d'accident, ils trouvent que, je sais pas, c'est un truc genre 1 tous les 170 000 ans de réacteurs, un truc comme ça. Enfin bon, on s'en fout du chiffre, mais c'est un problème qui gère sérieusement avec des parades sérieuses et un contrôle sérieux, tu vois. Par exemple, Fukushima, on a découvert, ça moi je le savais pas du tout, que si jamais les Japonais avaient respecté dans la centrale de Fukushima les consignes internationales, il y aurait pas eu de rejet radioactif. Ils avaient à installer, on s'en fout, mais des petites boîtes qui captent l'hydrogène à l'intérieur de leur réacteur. S'ils avaient fait ça, même avec toutes les merdes, leur tsunami qui était dur à prévoir, qui a tout inondé et qui compliquait énormément la tâche des exploitants, s'ils avaient juste eu des centrales au niveau des normes internationales, ce que la France avait, il n'y aurait pas eu de rejet radioactif. Et du coup, la sûreté nucléaire, c'est pas un jeu que tu peux réduire à zéro, il y aura toujours un risque, mais c'est un jeu que les gouvernements, que les exploitants et que les autorités de contrôle en France prennent sérieusement. Et du coup, pour nous, il y a plus de risques à rater notre transition énergétique et à se retrouver dans 30-40 ans avec pas assez d'électricité ou avoir raté de l'énergie très chère qui pénalise les pauvres et encore du gaz fossile. C'est plus risqué de rater notre transition énergétique et d'avoir de l'électricité ou trop chère ou trop carbonée que le risque qu'on prend à construire de nouvelles centrales nucléaires. Alors après, parce que dérégler, on parle souvent du fait que les déchets nucléaires ils sont radioactifs pendant longtemps, etc. Mais d'une part, on vous a dit, nous on pense qu'on peut les gérer correctement et que c'est en fait qu'ils aient un impact sur personne. Par contre, les déchets de CO2 qu'implique une énergie carbonée, ça, ils sont dans l'atmosphère, ils sont pour tout le monde. Le climat, on le défonce. C'est pour alors, c'est difficile de donner un horizon de temps, mais c'est aussi le très 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 long terme. Et les impacts, peut-être les impacts certains de ces déchets-là, ils sont extrêmement graves. C'est la pollution. Ils sont pour l'humanité entière.
Du coup, ouais, nous, dans notre calcul de risque entre réussir la transition énergétique et avoir à peu près assez d'énergie pour à peu près tout le monde, mais prendre un petit risque résiduel nucléaire qu'on ne peut pas totalement éliminer, ou éviter ce petit risque, mais risquer d'être dans la merde dans 20-30 ans, le chemin faisant, sur ces dernières années, petit à petit, on est arrivé à l'idée que c'était mieux de s'appuyer sur toutes nos énergies bas carbone. Et on n'est pas non plus du côté de... On va peut-être en parler, parce que je sais, en ayant parlé un peu avant ensemble, tu as peut-être envie qu'on en parle, mais on n'est pas non plus du côté des gens qui rejettent les énergies renouvelables et qui disent qu'il faut faire que du nucléaire, etc. On pense qu'on est dans la merde et qu'il faut faire les deux très vite. Et si on n'en fait qu'un, ça augmente les chances de rater cette transition énergétique et d'avoir de l'énergie chère. Et du coup, il nous faut absolument les deux. Et si nous, si on croise quelqu'un qui va mégoter sur les énergies renouvelables en disant non mais pas cette éolienne quand même, mon paysage centenaire et tout, ou non quand même pas cette ferme solaire, pour moi, on n'a pas le temps. Je veux bien que certains projets locaux soient mal branlés, ça arrive. Oui, tu vois, c'est impossible de dire que tout est parfait. Il peut y avoir des problèmes sur des projets locaux, mais par contre, on n'a plus le temps de mégoter et c'est encore plus dangereux de ne pas avoir assez d'énergie décarbonée pour nous passer des fossiles. Ça, c'est le risque principal. Il faut pas le perdre de vue. Et pourquoi la gauche française, là je reviens, c'est vrai qu'il y avait ça dans ta question, pourquoi la gauche française est par tradition opposé à ce point aux centrales nucléaires, alors que chez nous, ça nous a fait une électricité parmi les moins chères d'Europe pendant 40 ou 50 ans, et du coup... Ça a évité des émissions de ouf. Ça a évité des émissions de CO2, ça nous a fait sortir du pétrole dans l'électricité beaucoup plus vite que nos voisins, ça a fait des factures moins chères pour plein de gens. Il y aurait eu plein d'arguments pour que la gauche défende le nucléaire français. Pourquoi on le défend pas ? Parce que la construction du mouvement écolo, pas en France particulièrement, plutôt dans le monde, ça s'est fait aussi contre l'atome. Parce que tu avais un contexte où... c'était associé à l'arme atomique. À la guerre, à l'armement, et les traumatismes. Parce que Tchernobyl, on parle des difficultés de comprendre des problèmes complexes. Là, à l'heure d'Internet, où on a à disposition une infinité de contenus d'informations. Mais imagine-toi te prendre le gaz de Tchernobyl là, au JT en 86, merde, alerte et tout. Il y a des rejets des radioactifs, alors que toi, t'as angoissé pendant des années, pendant la guerre froide, des bombes atomiques. Ça fait peur, c'est dur de maîtriser ça. Et dans la construction du discours écologiste, l'opposition au nucléaire était un peu cardinale parce que tu avais un côté les grands méchants centralisateurs étatiques qui défendent l'atome, la guerre et qui nous mettent en danger versus le retour à la nature, à la mesure et à l'écologie et au respect de ce qu'il y a autour de nous. Et ce pivot idéologique-là a été clé dans la construction de la conscience écologique et de l'écologie politique un peu partout. Et ça se justifiait à l'époque. Ah mais grave. C'est juste que le niveau de conscience de à quel point on va être short sur l'énergie et à quel point on est dans une urgence climatique, en fait, il rabat les cartes d'après nous et il devrait aussi les rabattre au sein de la gauche et de l'écologie. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quand tu suis les déclarations de Mélenchon à l'AFI, lui c'est vraiment caricatural sur ce sujet, encore plus que ELV, mais aussi évidemment à ELV par tradition, etc., t'as l'impression que c'est un bloc, que c'est très anti-nucléaire et tout. Mais en fait, il y a plein de sondages qui sont sortis les dernières années, et puis particulièrement ces derniers mois, qui te montrent que quand tu interroges les sympathisants, les militants, etc., t'as pas du tout le même résultat. Et là, très récemment, t'as la moitié à peu près des électeurs FI-ELV qui sont pour des nouvelles centrales nucléaires. Alors, ils sont aussi pour les énergies renouvelables. Encore un, ce serait une erreur. Voilà. Mais ils sont dans la même position que celle qu'on défend, en fait, qui est aujourd'hui, peut-être dans 30-40 ans, on arrive à faire que des renouvelables. On est sûr d'y arriver à un coût correct, et dans ce cas-là, génial. Mais tant qu'on n'en est pas sûr, on assure le coup et on voit dans 20-30 ans où on en est. Et le deuxième truc un peu, je pense, complémentaire, c'est il y a un peu une sorte de tentation parfois dans la gauche écologique de se dire ouais, mais quand même, ok, c'est un peu galère de faire avec les renouvelables, je comprends que ton autre truc avec le nucléaire, mais est-ce que si on est sobre, ça passe pas? Genre, on a l'impression qu'il y a une opposition, c'est soit t'es pour des nouvelles centrales, et dans ce cas-là, c'est que t'es pour continuer comme avant, ne rien faire, machin, etc. Soit t'es pour les renouvelables et pour de la sobriété, pour économiser l'énergie, etc. Et en vrai, il n'y a aucune raison que ce soit lié. C'est-à-dire, nous, on pense que non seulement il faut du renouvelable et des nucléaires, mais il faut aussi de la sobriété. En fait, il va falloir les trois.
Et la sobriété, va falloir qu'elle commence aussi par les plus aisés, parce que consommer moins de viande, c'est d'abord les plus riches qui mangent plus de viande. Prendre moins l'avion, c'est d'abord les plus riches qui prennent l'avion. Les kilomètres en voiture, on a beaucoup parlé, les gilets jaunes, pas d'argent, etc. Mais en fait, qui fait le plus de kilomètres? La France périphérique, oui, voilà. Périphérique des beaux quartiers. C'est vrai, non mais c'est vrai, il y a plein de... C'est vrai que ça te met particulièrement dans la merde quand t'es pauvre de dépendre de ta voiture. Mais ceux qui font le plus de kilomètres chaque année, c'est plutôt les ménages aisés. Voilà. Et du coup, vacances à chaque fois, qui te font un week-end en prenant la voiture, vous voyez. Voilà. Et du coup, pour nous, pour que ça marche, la transition, faut une sobriété qui se porte d'abord sur les gens qui polluent le plus en fait et qui sont souvent les ménages les plus aisés, et il faut utiliser toutes les armes qu'on a pour assurer la décarbonation rapide de l'économie. Et il faut se dire que la sobriété, c'est joli quand on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est très sexy, etc. Mais quand on regarde par exemple les hypothèses dans les rapports de Negawatt ou d'autres experts qui essayent de comprendre jusqu'où ça peut nous emmener la sobriété, on a aussi fait une vidéo sur notre site là-dessus d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de manières de gagner, évidemment, si on mange moins de viande, si on prend moins l'avion, etc. C'est des outils géniaux pour diminuer notre impact, notre pollution, etc. Mais il y a des trucs, par exemple, ça fait des décennies qu'on a moins de personnes par habitation. Pourquoi ? Parce que les gens vivent plus longtemps, donc on a plus de personnes seules, souvent des femmes qui arrivent à vivre plus longtemps, qui sont plus longtemps dans leur appartement, etc. On a aussi plus de couples qui se séparent, de familles recomposées, et on a plus de gens qui se marient plus tard, et donc au lieu de faire un foyer à 20 ans, ils le font à 30 ou à 35. Bon, du coup, tous ces facteurs-là, c'est des trucs de fond qui ont fait que on a eu besoin de plus d'appart par personne. Beaucoup de scénarios de sobriété, ils supposent qu'on va complètement inverser de manière assez violente cette tendance, maintenant, dans les 20-30 prochaines années. Bon, on peut faire des efforts, on peut peut-être avoir plus de colocation, plus d'habitat partagé, etc. Mais il faut être conscient que c'est pas des trucs simples. Il y a des scénarios de sobriété qui supposent qu'on va faire 2 fois moins de distance en voiture dans 20-30 ans. On peut faire moins de voitures, mais 2 fois moins, il faut y aller quand même en termes de transport public, de développement du vélo, etc. L'organisation de l'espace, ouais. de ton urbanisme, il y a des inerties, et les rythmes, les temps de vie, les temps professionnels, les temps scolaires, périscolaires. Comment tu bouges, divises par 2 en 30 ans. Enfin, on n'est pas Madame Irma, mais disons que c'est très ambitieux. Et ça, c'est cardinal pour que des scénarios comme Negawatt tiennent. Et c'est marrant que la France Insoumise, ELV, s'appuie autant sur ces scénarios, et en même temps, quand aujourd'hui Macron demande de mettre un pull, il se fout de sa gueule. Il y a un truc rigolo quand même sur la sobriété. Moi, ça me dérange zéro. On demande aux gens d'arrêter de se chauffer à 25. C'est une absurdité, c'est indispensable de baisser la température de consigne des chauffages. Et c'est très bien de s'appuyer sur des scénarios de transition énergétique comme Negawatt qui demandent beaucoup de sobriété. Mais te moque pas de Macron quand il demande de mettre un pull. À un moment, ça manque de sérieux, et c'est des postures politiciennes qui, d'après moi, embrouillent la vie et l'opinion que peuvent se faire des citoyens et des citoyennes. Et malheureusement, pour des sujets aussi cruciaux que l'énergie, l'avoir pas chère, abondante, décarbonée en 30 ans, on n'a pas le luxe de s'embrouiller et de brouiller le message et de faire la chèvre, le chou, c'est pas possible. Surtout qu'on se rend compte en ce moment de ce que ça veut dire concrètement quand c'est galère au niveau énergétique. On comprend que quand les gens vous disent « Attention, si on manque d'énergie, si elle est très chère, on va taper plus longtemps dans les énergies fossiles, on va foutre tous les gens qui ont peu de revenus dans la merde », là, en ce moment, on est en train de voir à petite échelle, parce qu'encore là, c'est juste petite échelle, on est en train de voir que c'est sérieux et que c'est beaucoup de souffrance, beaucoup d'impact à la fois environnemental et humain directement. Et du coup, pour nous, quelqu'un qui se sent dans une identité politique de gauche écolo, je sais pas, ça devrait faire au moins, pas forcément emporter la conviction, etc., mais au moins créer une ouverture à cette réflexion, en tout cas, et pas juste rester sur une position qu'on a formée il y a 30-40 ans, à un moment où la situation était différente, et et pas rester dans le confort de vieilles positions et éventuellement accepter de les faire un peu bouger, quoi. Je me fais juste plaisir. Je suis désolé, je me fais un peu plaisir. Autre incohérence, la réindustrialisation. Tu entends la gauche française, tout le monde veut réindustrialiser. Le Covid a montré la vulnérabilité des chaînes logistiques, la mondialisation a détruit le Pas-de-Calais et des bassins industriels. Il faut faire revenir les industries chez nous. Ok. Pendant quelque temps,
Pendant longtemps, d'ailleurs des temps où la France se désindustrialisait, la France avait un avantage compétitif par rapport à ses voisins européens et même par rapport aux pays à bas salaire, c'est d'avoir une énergie pas chère et une électricité pas chère. Là, on voit qu'avec la crise énergétique, il y a des boîtes, Duralex, qui arrêtent de produire du verre, il y a des boîtes d'aluminium qui arrêtent de produire de l'aluminium parce que le coût de l'électricité est trop cher. Donc, le prix de l'électricité est une variable clé à l'avenir pour réindustrialiser le pays. Et ça, c'est très rarement intégré quand il est question de mix électrique, parce que là, tout d'un coup, ça devient un nucléaire renouvelable, une opposition, enfin beaucoup de principes et d'émotions, et on se rend pas compte que faire des nouvelles centrales nucléaires, ça a, d'après toutes les études, de grandes chances d'être bien moins cher, à peu près 10 milliards d'euros par an. Hein. 10 milliards d'euros par an, c'est vraiment pas mal moins cher que de faire un système 100% renouvelable. Et ça rentre pas dans l'équation, alors qu'on parle tous les jours, enfin que beaucoup de gens parlent très régulièrement de relocalisation et de réindustrialisation. Et ça me gêne un peu qu'on se rende pas compte que les positions sont pas toutes compatibles. Il faut un peu de sérieux pour ces questions, parce qu'on a 30 ans hein, pour faire une transition énergétique. Hein. Si on fait le mauvais pari de système électrique, on n'a pas 3 shots. Hein. On peut pas construire 3 systèmes électriques et si on s'est trompé et tout, ça met du temps, il y a de l'inertie. Et donc on a un shot et il faut pas se tromper. Et donc faut réfléchir et être cohérent. Pardon. Je me suis fait plaisir. Désolé les spectateurs. Le format est fait pour ça, pour que vous puissiez vous faire plaisir. Mais je trouve ça super intéressant de vous entendre parler, notamment sur le nucléaire, parce que comme le soulignait Vincent, c'est un débat qui divise beaucoup la gauche et comme vous le démontrez, qui est assez, j'allais dire stérile, mais c'est pas stérile, c'est en fait peu pragmatique d'une certaine manière. Et Steph il disait en fait, il y a une diffusion finalement aujourd'hui dans beaucoup de militants et dans toute une partie des citoyens de gauche, au-delà de la classe politique, d'idées qui portent le nucléaire. Moi, je pense que une des raisons, c'est la place qu'a pris Jean Covici dans l'espace médiatique, qui est critiqué sur toute une partie de ce qu'il dit, mais qui sur ces questions-là apparaît comme assez pragmatique, et je pense que ça a convaincu plusieurs personnes. Donc ma première question, c'était un peu de savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que diffuse dans l'espace public Jean Covici comme idée. Après, au-delà de tout ce que vous soulignez sur finalement le positif dans le nucléaire, moi ce qui me fait peur, mais peut-être parce que je suis passée par Toulouse à un moment, c'est la question de la confiance dans nos institutions, dans l'État et dans les scientifiques, mais au-delà des scientifiques, dans les moyens qu'on va allouer aux questions des risques. Et en fait, moi, pour mon parcours, pour être passée par les collectivités territoriales, on voit très bien, typiquement à Toulouse, AZF, ça a été extrêmement traumatique pour toute une partie des citoyens de Toulouse, et notamment du nord de Toulouse, autour des Minimes, etc. Et on sait très bien, mais ça c'est ce que disait Ludo, le risque zéro n'existe pas. Or, je pense que le nucléaire cristallise des craintes, parce que c'est un objet extrêmement complexe et en effet extrêmement dangereux, qu'en effet on peut maîtriser, mais ce qui suppose mettre en place, au-delà des règles, d'allouer des moyens publics extrêmement forts. Or, et d'ailleurs c'est ce que vous disiez au début de l'entretien, on voit un détricotage d'un ensemble de politiques publiques qui faisait quand même la fierté de la France, il y a pas longtemps. Je pense à l'éducation, je pense à la santé, et sur la question en effet des risques, toujours à cause d'un système où on fait des économies, comme vous le disiez, de bouts de chandelle par-ci par-là, où malheureusement la question des risques peut être un endroit où on peut aller faire des économies, et il y a des catastrophes comme AZF qui peuvent advenir, quoi. Donc moi c'était un peu ma seule crainte peut-être qui persiste en vous écoutant parler, c'est autour de ça, quoi. De cette confiance dans les institutions et dans notre État. On peut pas te répondre à coup sûr pour l'avenir, c'est impossible. Tu vois, le seul truc qu'on peut dire, c'est que
il y a il y a une conscience très aiguë du danger et du risque nucléaire. Et qu'on a créé un système institutionnel où il y a des garde-fous indépendants, l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, et l'IRSN, sa branche experte qui s'appelle l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ils sont indépendantes du pouvoir politique et d'EDF. Donc leur seule fonction, c'est de s'assurer de la sûreté du nucléaire. Et EDF est responsable en propre de l'exploitation des centrales et des accidents. Alors EDF, c'est l'État. Du coup, les personnes qui vont raquer, si jamais il se passe quoi que ce soit en cas d'accident, c'est l'exploitant. Et au-delà d'un certain seuil, aussi l'État directement. Bien sûr, de toute façon, l'exploitant, c'est l'État en l'occurrence. Et du coup, ce triptyque institutionnel, qui est celui qui a en cours en ce moment, déjà, il est mieux que dans pas mal d'autres pays. Il y a des pays où il n'y a pas d'indépendance. Tu vois, par exemple, Fukushima, l'autorité de sûreté japonaise est beaucoup plus proche du pouvoir politique. Et même pendant la gestion de l'accident de Fukushima, le Premier ministre a pris la main et a en gros court-circuité les instances de gestion d'accidents nucléaires qui étaient prévues parce qu'il y a plein de plans. Hein. Si on a bossé dessus, c'est horriblement chiant, mais il y a une infinité de plans en cas de problème. Et il y a des structures institutionnelles qui sont faites pour bien gérer les accidents. Au Japon, il était tellement proche du pouvoir politique, l'autorité de sûreté non indépendante, que c'est le Premier ministre qui a pris la main sur la gestion de l'accident. Et ça a occasionné d'autres problèmes. Et chez nous, notre triptyque institutionnel, pour le moment, il fonctionne assez bien pour avoir mis à l'arrêt 12 réacteurs pour un problème suspecté de corrosion sous contrainte sur un circuit de sécurité des réacteurs nucléaires de certaines centrales. Et il l'a fait à un moment où on manquait d'énergie, où le gaz était très cher. Cette décision, concrètement, elle a coûté, et elle coûtera, elle continue de coûter des milliards d'euros à EDF, l'État, les consommateurs, la France. Mais si tu fais le bilan de ce que ça nous coûte d'avoir mis des réacteurs nucléaires à l'arrêt pour pouvoir aller inspecter ces circuits de sécurité, regarder jusqu'où va la corrosion et la réparer, ça nous coûte bonbon. Et du coup, c'est pas une garantie qu'à l'avenir, il y aura toujours tous les moyens de tout et que tout se passera bien. Ça te donne juste un état de fait. Le triptyque institutionnel fonctionne assez pour que. Tu vois, et là, la SN, à chaque fois, elle regarde ce que EDF propose d'arrêter, que propose comme méthode de réparation, et elle dit « Ah non, ça, il va falloir que vous repassiez votre copie là-dessus. Ça, on accepte, mais ça, retoquer parce que c'est pas assez sûr, ou il faudrait l'arrêter plus longtemps. » Enfin, n'importe quoi, ça dépend du cas par cas. Mais c'est comme ça que ça marche, et pour le moment, ça marche. Après, c'est tout à fait dans une logique de gauche de militer pour une gestion service public qualitative du nucléaire, quoi, comme dans n'importe quelle activité en fait. Mais il se trouve que là, il y a des gros enjeux de sûreté et des enjeux qui sont tels que c'est probablement un des endroits où ça a été le moins détricoté, où ça tient encore vraiment bien debout. Mais oui, à l'avenir, si on refait des centrales nucléaires, qui seront quand même encore beaucoup plus sûres que les centrales actuelles, parce que il y a des progrès dans la sûreté, et du coup là, les nouveaux modèles, ils sont encore optimisés. J'ai pas le temps d'expliquer. Si ça vous intéresse, vous irez voir la vidéo, mais très largement. Mais malgré tout, il faudra se battre pour que on garde des exigences très élevées. L'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est quelque chose de très précieux, qu'il faut défendre et peut-être un jour même renforcer. Ils demandent de pouvoir gérer eux-mêmes leur budget, etc. Il y a des questions qui se posent. C'est trop technique pour être intéressant là comme ça en entretien, mais c'est quelque chose qu'on peut essayer de renforcer, d'améliorer, etc. Mais c'est un problème qu'on va trouver en fait un peu partout. Là, on parle du nucléaire. Une autre industrie très sensible, c'est l'aviation. Il n'y a pas beaucoup de morts quand il y a un accident d'avion, mais ça traumatise tout le monde. Et du coup, il y a des enjeux aussi de sûreté qui sont extrêmement importants. Et puis, il y en a partout, mais il faut aussi garder en tête qu'il y a des industries qu'on ne perçoit pas comme très dangereuses et qui tuent plein de gens tout le temps. Par exemple, typiquement, les centrales à charbon. J'en parle parce que c'est un peu un des concurrents du nucléaire aujourd'hui. Les centrales à charbon, en ce moment, elles tuent chaque année plus de 20 000 personnes en Europe. Donc 20 000 personnes, c'est plus que Tchernobyl. Chaque année, 20 000 personnes, leur mort est causée en partie ou totalement par les particules fines émises par les centrales à charbon en Europe, sans accident, sans rien, sans aucun problème. C'est juste leur fonctionnement normal, c'est de tuer.
Mais, pareil pour la bagnole, pareil pour tout ce qui émet des particules. Mais il n'y a pas un truc traumatisant. C'est pas un truc qui explose et qui tue plein d'innocents autour, machin, etc. C'est un truc qui est beaucoup plus invisible, beaucoup plus pernicieux, et on a du mal à se représenter ce risque. Du coup, nous, on veut pas du tout minimiser le risque nucléaire. On a dit, hein, le nucléaire, c'est une activité dangereuse. C'est très important de tout faire pour que ce risque soit le plus proche de zéro, etc. Faut l'utiliser que si ça nous permet d'éviter d'autres risques plus grands, etc. Mais il faut aussi qu'on garde un rapport raisonnable à ce risque-là et qu'on ait conscience que des risques, on en prend partout et que c'est pas la seule activité qui est risquée. Du coup, des fois, j'ai l'impression que le rapport qu'on a au risque nucléaire, justement parce qu'on a été traumatisé par Tchernobyl, notamment Fukushima, etc., il est parfois très radical, très absolu. Et que c'est bien d'être exigeant, mais que c'est bien aussi de pas être dans un truc de principe et de rester justement un peu pragmatique et de comparer à d'autres risques, quoi. Ah, tu as cité un accident industriel avec AZF. Il y a eu, je crois, Lubrizol à Rouen, ou je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un autre accident industriel qui n'a pas fait de mort immédiat, mais vu la pollution, il en fera probablement. Et du coup, faut se rendre compte que oui, tu as plein d'activités dangereuses et qu'il faut monitorer le risque, et que ce sera d'autant mieux monitoré qu'il y a des organes indépendants de contrôle et des moyens de contrôle effectifs. Et je suis pas sûr que la suppression des CHSCT dans les boîtes et les diminutions de moyens de l'inspection du travail aillent vraiment dans ce sens. Mais espérons que pour la partie risque, on ait moins détricoté. Mais ça, c'est un enjeu de politique de gauche, de pas faire ces économies de bout de chandelle là. Et Marie en parlait justement, si on parle de nucléaire, vu que c'est un peu la star des ingénieurs, des écoles, et il fait beaucoup de vues sur YouTube, ses cours aux mines sont extrêmement suivis, la figure de Jancovici qui est extrêmement pro-nucléaire, si vous pouvez en toucher deux mots, c'est intéressant. Là, on va dire, vous avez parlé de Greenpeace, de la formation idéologique de Greenpeace anti-nucléaire. Jancovici... Jancovici, déjà, il joue le rôle de vulgarisateur et de médiateur au milieu, pour mettre les citoyens et citoyennes au niveau. Tu vois, je pense que peu de Françaises et de Français n'ont eu dans leur formation scolaire une sensibilisation au réchauffement climatique et aux enjeux de transition énergétique. Et là, pour le coup, la qualité et la quantité du travail qu'il fait par ses conférences et ses cours qu'il met à disposition gratuitement sur Internet et le succès qu'elle rencontre, ça a permis de monter le niveau sur ce qu'est le réchauffement climatique et la transition énergétique. Et franchement, nous, on essaye de faire de la vulgarisation sur ces sujets sur YouTube. Il y a d'autres chaînes YouTube qui font ça. Il y a Le Réveilleur, on est plusieurs. Mais lui, son impact est énorme. Et du coup, là, gros big up, parce que c'est génial. C'est pas. Et nous-mêmes, il a joué un rôle dans notre formation intellectuelle quand on a commencé à se renseigner sur ces problématiques-là. On a commencé aussi en regardant ses vidéos, en allant lire ses livres. Et du coup, nous-mêmes, il a joué un rôle dans notre... Pas forcément pour nous amener là où on est aujourd'hui, mais en tout cas pour nous amener à nous poser certaines questions et aller chercher ensuite nous-mêmes à vérifier ce qu'il disait. Mais il faut vérifier ce qu'il dit, parce qu'il y a quelques points. Là, on va pas tout vous détailler ces techniques. On fera sûrement une vidéo là dans les prochains mois sur les points où Janco abuse un peu, Jancovici abuse un peu, et les endroits où ça se remarque beaucoup, c'est sur son traitement des énergies renouvelables. Les endroits où ce qu'il dit est, franchement, là, je vais être poli et diplomatique, daté, si c'est pas manipulatoire et faux, mais c'est sur leur taux de retour énergétique. Là, les geeks de Janco, normalement, vous voyez, c'est les EROI. Là, ils mytho de fou. C'est complètement daté, périmé ce qu'ils racontent. Le prix, même leur prix individuellement, ils montrent pas à quel point le coût d'un panneau solaire et d'une éolienne décroît. Le coût complet du système électrique, là aussi, il est malveillant. Les coûts du stockage, il parle tout le temps uniquement des steps, c'est pour les geeks de Janco, mais il y a d'autres méthodes de stockage. En gros, il prend souvent des hypothèses caricaturales qui sont par construction très défavorables aux renouvelables. Et alors même que nous, on a été convaincus dans l'ensemble que le nucléaire est utile, on trouve que il exagère fortement les défauts des renouvelables, qu'il n'est pas réellement honnête sur cette dimension-là. Et après, il y a aussi des choses qu'il dit sur l'économie qui sont assez problématiques, où il dit avec le même ton très sûr de lui, parfois un peu péremptoire, que sur d'autres sujets, des fois des énormités. Et en fait, le truc qu'on se disait, c'est
Jancovici, pour plein de gens, ça a été une révélation. C'est quelqu'un qui leur a fait comprendre, et nous, on en fait partie, largement. Il nous a fait comprendre des choses qui ont pu nous bouleverser notre vision du monde. Et en fait, quand quelqu'un a ce profil-là, est éloquent, parle avec beaucoup de conviction, et parle de beaucoup de choses, c'est très difficile de réaliser que parfois, il y a 20, 30, peut-être même parfois 40% du discours qui est faux. Quand on a été tellement marqué et amélioré par toute une partie de ce qu'il a dit. Et c'est un peu un truc classique. Il y a un psychologue, Dan Sperber, qui a écrit un article il y a bientôt, je ne sais pas, ça va faire au moins 15 ans, sur ce qu'il a appelé l'effet gourou. Et lui, il en parlait pour la philosophie française, où les gens faisaient des phrases compliquées, et du coup, comme c'était des philosophes, forcément, ça devait être pertinent ce qu'ils disaient, et voilà, ils se foutaient de la gueule de Derrida, Foucault, de plein de gens. Mais en fait, on a ce mécanisme par lequel, quand des personnes qui nous ont appris des choses, qui nous ont donné l'impression de comprendre des choses, qui nous donnent l'impression d'avoir un statut intellectuel au-dessus ou décalé, etc., on peut être tenté de leur accorder une crédibilité sur tout. Et on peut avoir du mal à reconnaître qu'il y a une partie du discours qui est plus faible, qui parfois est fausse. Et on a l'impression que parfois, avec Jancovici, il y a ce côté-là. Il y a une partie des gens de son public qui sont passés un peu en mode fan club et qui ont du mal à entendre que sur certains sujets, il peut dire des conneries. Et évidemment, quand je fais cette critique, donc vous pouvez tout de suite imaginer que, évidemment, à notre toute petite échelle, c'est tout à fait valable pour nous. Nous, on est aussi dans une position de parole, où on parle de plein de sujets, on essaie d'être compétent sur ce qu'on dit, mais on peut se tromper, évidemment. Et si, à un moment, vous nous accordez de la crédibilité, ça n'empêche pas qu'il y a sûrement des trucs, on dit des conneries, peut-être dans cet entretien un certain nombre. Ouais. Et nous, on est les Allez premiers. les fact-checker en commentaire. Voilà, et non, mais en plus, on est les premiers à dire, on peut faire des erreurs. Si vous pensez qu'à un moment, vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou qu'on s'est trompé sur ça, et que du coup, ça veut dire qu'on vous a trahi, non. On peut faire des erreurs, c'est normal. L'important, c'est que quand tu fais des erreurs, il faut être capable, à un moment, des fois, de le reconnaître. Et par exemple, Jancovici, là, on l'a critiqué. On peut souligner, par exemple, que là, dans les derniers mois, il a fait quelques prises de position, notamment à l'Assemblée nationale, au Sénat. Je vais expliquer. Il y défendait un moratoire sur les énergies renouvelables. De carrément arrêter. C'est la même mesure que Le Pen, Zemmour, les gens qui ne veulent pas du tout d'éoliennes et de panneaux solaires. Et là, il commence un peu à rétropédaler et à dire qu'en transition, le temps qu'il y ait de nouvelles centrales nucléaires, c'était intéressant de construire des éoliennes et des panneaux solaires. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il rétropédale, il arrive à nuancer ce qu'il dit, mais il y a plein de conférences qui font, j'imagine, encore des vues, où il dit complètement l'inverse, où il dit là, on a mis trop de thunes dans les panneaux solaires et les éoliennes, ça servait à rien, on n'aurait pas dû faire ça et tout. Et là, on se rend compte qu'en fait, on aura besoin, on a et on aura besoin de construire des éoliennes et des panneaux solaires en grande quantité pendant, je sais pas, au moins 30 ans. Au moins, sûrement 50 en fait, avec le renouvellement de ce qui va tomber en panne et tout. Et peut-être que dans 50 ans, on préférera faire que des éoliennes que des centrales nucléaires, parce que ça nous évitera le risque nucléaire. Si on est sûr de pouvoir le faire pour pas cher et sans que ça pose de problème, on sera très content de faire plus des éoliennes. Et ça, il rétropédale, et c'est tant mieux, parce que quand on regarde ses conférences, il y a plein de moments où il amène son public vers une position inverse, et là, il commence à le nuancer. Il l'a fait à l'Assemblée nationale, il l'a fait à HEC ou à l'ESSEC, là, il y a une conf récente devant une école de commerce. Mais on fera une vidéo détaillée pour faire ça avec des arguments, parce que là, c'est juste et puis pour aussi reconnaître tout ce qu'il a apporté, quoi, parce que le but n'est pas de se faire plaisir, comme des fois c'est assez tentant, des fois sur Internet, quand on est en désaccord avec 10%, 20% de ce que dit quelqu'un, et d'un coup effacer les 80% de choses intéressantes que la personne a apportées pour faire de la vue, ou même parce que c'est un peu dans la logique même de certaines plateformes d'être dans ce truc d'opposition, de clash pour exister, voilà. Et nous, de manière générale, on essaie de pas trop tomber là-dedans, et voilà, on veut pas laisser penser qu'il sert à rien ou qu'il n'a pas apporté énormément dans le débat public. Je pense qu'on serait bien plus loin s'il n'avait pas fait le travail qu'il a fait. Et du coup, d'abord merci Janco, et ensuite, il y a quand même certains sujets où faut prendre un peu de recul avec ce qu'il dit. Alors du coup, depuis tout à l'heure, en fait, on parle beaucoup de transition énergétique. Et il y a quelques temps, j'étais tombé sur les travaux de Jean-Baptiste Fressos, qui est un historien des techniques et de l'énergie, qui du coup démontre
que l'idée de transition énergétique est selon lui un piège et repose sur une lecture historique qui est fantasmée de l'histoire de l'énergie. Le premier problème qu'il pointe dans un article récent, c'est que le terme de transition énergétique lui-même, il a été inventé par les ingénieurs du nucléaire après-guerre, en partie pour promouvoir l'énergie nucléaire et son développement, alors que ces ingénieurs-là étaient pétris de l'imaginaire atomique de l'époque et d'un néo-malthusianisme où il fallait réduire la population mondiale, et en fait qui était basé sur le fait qu'ils faisaient des projections des énergies fossiles qui allaient arriver à un moment, on est arrivé à court, et du coup si on faisait des surgénérateurs nucléaires, une sorte de technologie nucléaire, on pourrait avoir de l'énergie infinie. Quasiment infinie. C'est pas faux. Et Jean-Baptiste Fressos, dans son travail, il nous apprend qu'on n'aurait du coup jamais réalisé de transition énergétique au cours des 2 derniers siècles, et que dans ce terme-là, la transition énergétique, ça véhicule l'idée qu'au cours du 19e siècle, on serait passé des renouvelables, le bois, l'hydroélectricité, le vent, au charbon, puis au cours du 20e siècle, du charbon au pétrole. Or, en réalité, le pétrole n'a jamais chassé le charbon, qui lui-même n'a jamais permis de faire baisser la consommation de bois. Nous n'avons fait qu'ajouter de nouvelles énergies aux plus anciennes, et l'utilisation des dernières, de ces dernières n'a fait que croître en même temps. Nous n'avons jamais utilisé autant de charbon, par exemple, que pendant même si on utilise que là, cette année, même, je pense, cette année. Voilà. Et quand on regarde le mix énergétique mondial en termes réels et non pas relatifs, c'est parfaitement clair. Par exemple, si on prend les énergies renouvelables, elles ne remplacent pas les énergies fossiles, elles font que s'ajouter à elles. Et au lieu de parler de transition énergétique, il dit qu'on devrait parler d'addition énergétique. Et dans c'est un peu long, mais c'est intéressant, ce qui est cité dans une interview donnée à Libération en juillet dernier. Il disait, je le cite, cela fait un demi-siècle qu'on parle et qu'on observe, qu'on espère une transition, et la part des fossiles dans le mix énergétique mondial n'a pas bougé. En 1980, quand la question du changement climatique s'impose, la société pétrolière et gazière Exxon rétorque que le monde est à l'aube d'une grande transition énergétique. Par rapport au climato-scepticisme pur et dur, la transition a été une forme plus subtile, plus acceptable et donc plus répandue de déni de l'énorme défi climatique. Fin de citation. Pourtant, Qu'est-ce qu'il raconte ? Pourtant, je reprends. Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, alors portant sur les solutions, il dit le mot transition est utilisé 2400 fois, alors que le mot décroissance n'a qu'une vingtaine d'occurrences. Donc la transition énergétique modèle notre représentation des solutions futures. Et fin de citation. Si la transition énergétique n'empêche pas le changement climatique, selon lui, il faudrait du coup se poser la question de la croissance. Et là, il cite un rapport de 1974 qui disait qu'il remettait en question la possibilité de basculer rapidement d'un mix énergétique à un autre, et qui proposait plutôt de réorienter les comportements, d'initier la population à changer de style de vie, de passer de la consommation de biens matériels à celui de la culture, la santé et du loisir. Et il dit, quand on lit, on est frappé du peu de nouveauté du débat actuel par rapport à ces vieux rapports-là. Et il parle beaucoup de fiscalité énergétique, de ses effets économiques et des compensations à introduire pour les ménages à faible revenu. Et qui dit qu'il y a pas mal de temps qui a été perdu entre-temps, si on regarde par rapport à ce rapport-là. Au final, si on écoute Jean-Baptiste Fressos, on se dit que la transition énergétique, ça serait qu'une sorte d'histoire rassurante, optimiste, qu'on se raconte pour se faire du bien, qui entretient une forme comme il disait, de déni climatique, le terme était quand même assez fort, et que les citoyens ne s'interrogent pas sur les changements bien plus radicaux qu'il faudrait réaliser dans nos modes de vie pour décarboner nos sociétés. Il parle de décroissance, en clair, je pense à ce moment-là, et que du coup, c'est... Ok. Déjà, je comprends pas du tout pourquoi il dit que la transition énergétique, ça masque, c'est un alibi pour pas adresser et régler le problème du changement climatique. Moi, je suis d'accord avec l'empilement, même si on pourrait un petit peu nuancer, quand même, avec l'apparition du charbon. On a arrêté de déforester en France et dans plein de pays européens. On a reforesté à partir du 19e siècle. En Europe, par exemple, et ailleurs, grâce au charbon. Et on a vu, là, du coup, j'ai regardé l'évolution en termes absolus, donc en nombre d'unités, de quantité d'énergie du mix énergétique mondial depuis 1800. Et en fait, la quantité de pétrole, elle est stable ou légèrement décroissante depuis 1980. Du coup, on est sûrement 2 milliards de plus. La quantité de pétrole est stable, je dirais cool, tu vois, on va dans la bonne direction. Tu vois aussi, donc lui, il dit qu'on empile les énergies. C'est vrai à l'échelle du monde, avec les nuances qu'on vient d'un peu apporter, mais à l'échelle d'un pays, il y a des transitions énergétiques spectaculaires.
La France, son maximum pétrolier, c'était en 1973, avec le premier choc. Et notre maximum pétrolier, il est quasiment 2 fois notre niveau de consommation actuel. Du coup, on l'a quasiment divisé par 2 depuis qu'on a voulu enlever totalement la consommation de pétrole de la production d'électricité et l'enlever, pas assez rapidement, mais l'enlever quand même du chauffage. Et ça, c'est 2 politiques actives, voulues, de transition énergétique pour sortir de notre dépendance aux pétromonarchies qui ont fonctionné en France. Tu vois. Alors après, les premières régulations sur les bâtiments, les normes d'isolation et tout, ça date de 74. Donc toute cette réflexion qu'on a en ce moment sur si on isole mieux les bâtiments et consomme moins, etc., on voit que ça facilite les crises énergétiques pour mettre en place des choses. Et ouais, en 1973, on avait 53 millions d'habitants en France. Là. Aujourd'hui, on est à plus de 68. Et on a 2 fois moins de pétrole. Donc bon. Donc je sais pas. Alors ok, on importe des produits. Mais donc c'est une critique légitime. On n'a pas les données fraîches, mais parce qu'on n'a pas fait le boulot, on va le faire pour une prochaine vidéo. Mais par contre, c'est certain que même en prenant en compte les importations, l'empreinte carbone d'un Français, elle diminue. Oui, fortement. Et fortement. Du coup, mondialement, sachant que la population, elle a quasiment quadruplé depuis les années 60, je sais pas, j'ai oublié les chiffres, mais elle croît énormément, oui, mondialement, on empile les énergies, mais quand on veut faire une politique active de transition énergétique, apparemment, ça peut marcher. Et du coup, surtout le passé n'est pas prédictif du futur. En fait, là, c'est ça le gros problème de raisonnement, c'est que en fait, effectivement, il compare une période où la population mondiale est passée de 1 milliard au 19e, 1 ou 2 milliards au 19e à 8 milliards, et où on a eu un énorme développement industriel, etc., où effectivement les énergies, certaines ont en fait un petit peu diminué, mais effectivement se sont empilées pour pouvoir apporter toute l'énergie dont on a eu besoin pour développer ce modèle-là. C'est vrai. Là, la population, elle va augmenter beaucoup moins vite, se stabiliser, puis probablement commencer à réduire d'ici la fin du siècle qui arrive. Donc on va pas être du tout dans le même délire du x8. Donc déjà, le problème à résoudre n'est pas le même. Ensuite, qui au XXe siècle voulait faire une transition énergétique ? Tout le monde s'en foutait. Qui en 1850 se disait il faut absolument qu'on arrête complètement le bois, qui a dit maintenant qu'il y a le pétrole, faut absolument qu'on arrête le charbon, tout le monde s'en fout, c'était pas un problème. Là, le fait de se dire faut pas juste avoir des nouvelles énergies parce que elles sont pas chères, elles sont pratiques, tiens machin, le pétrole c'est cool pour les bagnoles, tiens le gaz c'est pratique pour ça c'était la réflexion d'avant. Là maintenant on est dans une réflexion de ok, faut pas juste avoir toujours plus d'énergie parce que c'est sympa d'en avoir, faut aussi se débarrasser de celles-là qui font encore 80% de notre mix et qui défoncent le climat, charbon, pétrole, gaz. Mais cette problématique, elle est assez nouvelle en réalité. Et surtout au niveau politique, depuis combien de temps il y a une force politique assez importante dans la société pour soutenir réellement une transition énergétique sérieuse? Pas longtemps. Et du coup, c'est pas honnête en fait de croire que parce que un objectif qu'on se donnait pas n'a pas été réalisé dans le passé, il est irréalisable dans le futur. Pour moi, c'est un discours de défaitiste et un discours même qui est dangereux. Parce qu'en fait, sous prétexte de vendre son projet politique qui est la décroissance, et il peut le faire, c'est un projet politique qui est pas du tout absurde et qui se discute, etc. On peut même en parler. Mais en fait, il donne une vision biaisée de l'enjeu de la transition énergétique, parce que derrière ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire remplacer des transports qui utilisent du pétrole par des transports qui n'utilisent pas de pétrole. Remplacer du chauffage au gaz et au pétrole par du chauffage électrique, au bois dans une certaine mesure, etc. Ça veut dire prendre moins l'avion et à terme, ou peut-être à terme avoir quelques avions qui émettent moins. Ça veut dire des choses comme ça. Du coup, ça veut dire que c'est un piège. En fait, c'est que des choses qui sont faisables, il y a un enjeu politique, faut les faire, faut les mettre en place plus rapidement, il y a plein de résistances, plein de blocages, mais ça a quel sens de dire aux gens, ça a été un discours des pétroliers il y a 40 ans, de faire croire à la croissance verte et machin, du coup, et ça s'est pas fait, du coup c'est de la merde. Bah non. Du coup, ça veut dire qu'il faut en faire une sérieuse. Ça veut pas dire, ouais, faut pas faire la transition énergétique bidon des pétroliers, faut faire la transition énergétique sérieuse, où on se pose des questions sérieusement, pour faire les choses sérieusement. Après, une fois qu'on a dit ça, on peut dire, l'idée de transition énergétique où on remplace l'énergie fossile par des énergies bas carbone, énergies renouvelables, nucléaires, etc., ça ne suffit pas.
Il faut de la sobriété et ou de la décroissance pour boucler, pour diminuer notre impact assez rapidement. C'est un argument complètement défendable, mais à mon avis, sa manière de le faire, elle est un petit peu malhonnête intellectuellement, ou en tout cas, je n'ai pas tout à fait d'accord avec la perspective que ça dresse et les imaginaires que ça crée pour les gens. Par contre, effectivement, si lui, son réel argument, c'est de dire ok, pour que ça boucle, il faut aussi décroître certaines activités ou décroître en général. C'est un pari. Après ça, on peut en discuter. Et il risque d'avoir l'air bien embêté si jamais il y a un pic pétrolier et un pic gazier. Parce que là, il faudra bien arrêter de cramer du pétrole et d'augmenter la quantité de pétrole brûlé chaque année. Et du coup, il va l'avoir en face de lui, peut-être avec une décroissance, peut-être subie, mais elle va probablement arriver, tôt ou tard. Et encore une fois, on retrouve l'opposition entre transition et décroissance. Ouais. Et en fait, cette opposition, elle n'a pas lieu d'être. Il faut à la fois arrêter d'utiliser du pétrole, du gaz et du charbon pour tout. Et en fait, en vrai, par exemple, si on regarde au niveau de l'Europe, c'est ce qu'on est en train de faire. On diminue énormément notre consommation de fossiles. On peut toujours vouloir aller plus vite, etc. Et c'est très bien. C'est vrai qu'on pourrait aller plus vite et que non, mais il y a une transition énergétique en cours en Europe. Et qui n'est pas complètement annulé par les trucs qu'on importe de Chine, etc. Non, même quand on tient compte des émissions importées, ça diminue. Et du coup, voilà, pour moi, ne regardez que... on revient aux premières questions. Ne regardez que le verre à moitié vide, que l'impuissance, que ce qui marche pas, et refuser de voir tout ce qu'on fait déjà et tout ce qui reste à faire pour avoir envie de le faire, et se dire qu'on peut le faire, qu'on a besoin de le faire, c'est très dangereux. Et pour moi, dire t'inquiète, en fait, t'inquiète meuf, t'inquiète mec, ce qu'il faut en fait, c'est repenser la culture, je sais pas quoi, la culture, si t'as pas d'énergie, ça n'existe pas. Hein. Donc ouais, la décroissance, ça peut peut-être être un outil. C'est pas du tout prouvé que ce soit plus simple de décarboner dans un monde en décroissance économique que dans un monde en croissance. Ça a l'air super intuitif de le penser, c'est pas prouvé non plus. Honnêtement, c'est un thème qu'on n'a pas assez bossé et du coup, on n'a pas encore vraiment un avis. Peut-être que tu en as un plus affirmé que moi. Moi, j'ai du mal à y croire, parce à cause de la protection sociale. Moi, j'ai très très peur de comment faire une transition énergétique, donc mettre du flouze pour changer notre système de production énergétique et garder notre protection sociale. Tout ça sans croissance de PIB. Voilà, j'ajoute un nouveau problème, mais ça alimente mon scepticisme. Mais ouais, il faut qu'on taffe pour voir qu'est-ce qui assure la décarbonation. Surtout qu'il n'y a pas juste monter, descendre. Il y a aussi faire à peu près ça. C'est encore une troisième option. En gros, l'économie stationnaire. Et encore une fois, même si on parle de décroissance, qu'est-ce qu'on décroît? Alors ça, c'est des trucs clichés dans les trucs sur la décroissance. Je suis pas en train de dire qu'il y a pas ces réflexions chez lui. J'ai juste opposé les deux logiques, sous prétexte que ça peut être, dans certains cas, une arnaque, bon. Non, mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous soulignez, c'est qu'en effet, moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent ce débat stérile entre, d'un côté, des espèces de chanques de la transition énergétique et qui, derrière, avec tout un discours sous-tendu que la science va nous sauver, la technique va nous sauver, VS... certaines personnes dans le milieu écolo qui disent sans décroissance et sans on va tous droit dans le mur, une espèce d'opposition stérile, alors qu'en effet essayer de réconcilier ce qu'il y a de bon dans ces deux positionnements, ça me semble beaucoup plus intéressant en termes de perspective, quoi. Après, la plupart des gens sont un peu au milieu. C'est qu'on entend des groupes vocaux qui cristallisent des positions, mais si tu regardes parmi nos groupes sociaux, ou même ceux de nos parents, enfin même si tu vas assez loin dans les groupes sociaux, tout le monde est un peu conscient qu'il faut qu'ils changent, qu'ils se remettent en question dans son mode de consommation à des degrés divers. C'est pas toujours cohérent, mais tu as la petite musique de tiens là, je gaspille peut-être, là j'abuse. Tout le monde a cette petite sonnette et tout le monde croit un peu tiens, si ça se trouve, on n'est peut-être pas à l'hyperloop ou au délire d'Elon Musk. Tu vois, mais on est aussi un peu sensible à ce qui est en train de se faire. Quand quelqu'un voit que, je sais pas... les innovations de ouf sur les batteries. Sur les batteries. Je sais pas, quelqu'un qui veut capter du CO2 avec des algues. Si tu vois un article comme ça, t'as un peu envie de te dire, tiens, ouais, c'est vrai, c'est un peu nouveau, ça peut être mieux. Et je pense que la plupart des gens sont un peu entre les deux. Les positions vocales
caricatural cristallise le débat, mais les gens ordinaires. Mais après, beaucoup du travail qu'on a à faire pour décarboner l'économie, c'est pas l'innovation technique, c'est pas le futur de machin, genre faire des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales nucléaires, faire des vélos, refaire du train, mieux isoler les bâtiments, tous ces trucs-là qui sont l'essentiel de ce qu'on a à faire. On sait le faire déjà, et pour beaucoup de ces technos, il y a beaucoup de technos qu'on sait faire même depuis des dizaines d'années. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs de rupture. Typiquement, on a parlé du gros problème des énergies renouvelables qui sont le stockage de l'électricité quand elles ne produisent pas. Bah forcément, si on a des énormes ruptures techno qui permettent d'avoir des batteries qui gardent beaucoup, qui stockent beaucoup d'électricité pour vraiment pas cher, etc., peut-être que ça nous fera évoluer d'ailleurs sur notre position. Du coup, la technologie peut changer des choses, mais on n'a pas besoin d'être dans un délire de la technologie va nous sauver, machin, pour pouvoir penser qu'une transition énergétique est en cours et à faire. Isoler les bâtiments. Et inversement, tu peux faire depuis que le monde est monde. Et inversement, tu peux tout à fait, te dire que il faut arrêter de faire croître des activités polluantes, voire les faire décroître. Peut-être même qu'il faut faire décroître généralement jusqu'à un certain point l'économie des pays riches et tout. J'en sais rien. J'ai pas d'avis calé là-dessus. Mais tu pourrais tout à fait défendre cette position si t'es convaincu que c'est la bonne, tout en étant pour décarboner l'électricité et ne pas dire genre du coup comme on n'a pas encore réussi à se débarrasser des charbons et qu'on a juste rajouté des renouvelables, on va arrêter d'essayer de le faire parce que visiblement c'est une arnaque. Donc on a un bouquin de Nietzsche là, ses œuvres complètes, c'est des consciences malheureuses. C'est déjà, je sais pas. C'est quand tu vois le noir partout et quand c'est pas la solution parfaite et que tu vois des indices que ça avance pas assez vite et que ça commence à te bouleverser et te donner un goût pour du défaitisme, ça arrive souvent, mais c'est dommage. Et ça se comprend. Franchement, vu l'ampleur des problèmes et les blocages qu'on peut avoir, etc., le fait de passer par des phases où tu es déprimé, tu es découragé, tu te dis, il n'y a rien à faire, ça va pas assez vite, on va droit dans le mur, tous ces sentiments, honnêtement, on a été les premiers à les ressentir plein de fois ces dernières années. Du coup, c'est pas un truc c'est pas genre espèce de bouffon, t'es trop négatif, machin. C'est câlin. C'est un truc par lequel on est passé, on le comprend totalement. C'est très très humain. Mais en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire et on est vraiment, on n'est pas foutu et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et en fait, plein de fois, il y a des discours défaitistes qui te démobilisent de certains trucs qui sont faisables, qui sont énervants. Un autre truc qui nous énerve tout le temps, c'est les trucs avec les voitures électriques. C'est casse-couille. Oui, si tu peux faire du vélo, ça pollue beaucoup moins que de prendre une voiture. Et c'est vrai, et il y a des gens qui prennent une voiture pour aller chercher du pain à 5 minutes. C'est vrai, on parle tout le temps des gens qui n'ont pas le choix, Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, où ils ont besoin de la voiture pour aller au taf, déposer les enfants à l'école, pour ceci, pour cela, parce qu'ils n'ont pas de transport en commun, qu'ils habitent loin des trucs et tout. Ça c'est complètement vrai. Il y a aussi plein de gens qui prennent leur bagnole alors qu'ils pourraient ne pas la prendre. Mais c'est la flemme. Moi, je sais pas, chez mes parents, il y a une voiture et tout, j'ai déjà fait trop de flemme à aller chercher 2 bières avant bagnole. C'est la flemme. On a tous la flemme et ça, c'est un problème. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on peut remplacer la voiture à plein d'endroits par des mobilités plus douces. Ça peut être à pied, ça peut être le vélo, ça peut être tous les trucs intermédiaires qui peuvent émerger, vélo électrique etc. Ça peut être remettre des services de train, de machin, de trucs, etc. Mais à la fin de la journée, dans les 20-30 prochaines années, il y aura des voitures. Et du coup, les voitures qu'on aura, soit c'est des voitures à essence qui défoncent le climat, soit c'est des voitures électriques dont la production a aussi des émissions de gaz à effet de serre, mais qui sur leur vie défoncent beaucoup moins le climat. Et donc elles sont pas parfaites. C'est bien de savoir qu'elles sont pas parfaites et c'est bien de savoir comment les améliorer, parce que ce que disent les critiques des voitures électriques, c'est qu'ils disent rarement que, par exemple, les batteries, ce qui pollue beaucoup dedans, c'est la production de la batterie avec de l'électricité, souvent en Chine, qui est faite dans des centrales à charbon, etc. Ça, si tu décarbones ton système électrique et tu produis tes batteries avec, je ne sais pas, des renouvelables, centrales nucléaires par hasard, en fait, l'impact de ta voiture, il diminue, de ta voiture électrique. Du coup, c'est pas des trucs figés. Pareil, aujourd'hui, on doit faire la première génération de voitures électriques en allant défoncer, en faisant des mines de lithium, etc., dans le monde, etc. Et ça a un impact environnemental, local, certes, est beaucoup moins fort que de défoncer le climat, mais c'est un impact qui est problématique et tout. Mais d'une part, c'est pas la même chose que la change climatique. D'autre part, une fois qu'on aura cette quantité de métaux dont on a besoin sortis de terre, on pourra le recycler. C'est pas comme le pétrole que tu brûles et ciao, c'est perdu pour l'infini des temps.
le lithium que tu as utilisé pour une batterie, tu peux le réutiliser. Bref, il y a plein c'est important de comprendre les limites des solutions qu'on a aujourd'hui, de comprendre qu'il ne faut pas juste faire des énormes SUV et continuer comme avant, juste en électrique. Ça, cette partie de la critique, elle est super importante, elle est salutaire, effectivement, on ne peut pas faire ça. Mais voilà, les gens qui partent de ça pour dire « Ah bah non, en fait, la voiture électrique, c'est de la merde. De toute façon, on est foutu, c'est de la merde, c'est encore une arnaque, des machins. » Si vous écoutez une interview sur 10 de Seekerview, c'est ça. Ce genre de truc. Bah ouais, nous, ça nous fait chier, ce genre de manière de se rapporter aux solutions, où en gros, dès qu'une solution n'est pas parfaite, alors je suis très malin, j'ai compris qu'elle n'était pas parfaite, faut la refuser. Bah ça, si on réfléchit comme ça, on peut se faire plaisir, avoir l'impression qu'on est au-dessus de la masse et qu'on a compris qu'on ne se fait pas arnaquer par le fait que les choses ne sont pas parfaites. Et puis en réalité, on se démobilise, on reste dans notre canapé à bader, en réalité, qui profite à ton discours total. Hein. Bah oui, t'es super malin, mais pour y aller, tu me tapes dans le dos. Bah oui, et d'ailleurs, super d'être malin. Là en ce moment, il y a des trucs qui sont en train de sortir sur le fait que la Russie, elle a sponsor pas mal au moins certaines prouvées. On va voir à quel point ça va être prouvé plus. Mais elle a sponsor certaines assos écolos en Allemagne pour chier sur le nucléaire, pour que ça se passe très bien et qu'ils puissent continuer à vendre leur gaz tranquille. Ça a été fait pendant des années. Ils ont balancé du fric aussi pour que des assos écolos valident les projets Nord Stream 1, Nord Stream 2, etc. Bon, faut aussi réfléchir. Des fois, il y a des jeux à 3 bandes, etc. Et des fois, ouais, il y a des solutions imparfaites. Dont il faut voir aussi ce qu'elle nous apporte. Je trouve que ce qui fait du bien en vous écoutant, c'est parce qu'en effet, c'est de se dire qu'on a des solutions, qu'en effet elles sont pas parfaites, et cette espèce de mythe qu'on a en France est probablement lié en partie à notre modèle politique qui met en avant une espèce de surhomme présidentiel qui va tous nous sauver, doit jouer aussi sur la manière dont on cherche dans une personne, comme vous disiez tout à l'heure avec Jean Cour, sur des intellectuels, mais comme d'autres figures politiques qu'à côté de ça j'admire, hein, mais quand on voit un Jean-Luc Mélenchon et une forme de Mélenchomania d'une partie des militants insoumis, c'est incroyable cette difficulté à prendre de la distance critique par rapport à des espèces de sauveurs. Normal. Non, mais c'est dur. C'est dur. Ouais, et de remettre de la complexité et finalement une forme d'humilité dans les solutions, et de dire bah voilà, on n'est pas parfait, on n'a pas les solutions parfaites. On a l'impression qu'on fonce dans le mur. Aujourd'hui, le terme d'éco-anxiété notamment est ultra utilisé parce qu'en effet, ça fait peur, quoi. Bah, bien sûr. Il a raison. Enfin, c'est clair qu'on va pas assez vite. Et là, on a beaucoup parlé des problèmes énergétiques et climatiques depuis le début. On a mentionné quelques fois les inégalités. On a quand même beaucoup dit aussi qu'il y avait des enjeux de justice sociale et d'accès à l'énergie pas trop chère pour les pauvres. Mais plus généralement, on a aussi des enjeux de pauvreté qui sont en train de remonter en puissance là, en ce moment, mais qui n'ont jamais disparu. Il y a la question des inégalités, la question de la capture des partis politiques par des intérêts privés, etc. Il n'y a pas que le problème du climat et de l'énergie. Mais c'est sûr que c'est un problème, particulièrement si les gens qui ont 20, 30 ans, etc., qui sont en train d'essayer de se repérer dans le monde aujourd'hui, bah oui, c'est sûr que quand on voit ce qui arrive, ça fait flipper. Parfois, de manière un petit peu trop pessimiste, on trouve. Mais globalement, on va pas se mentir. On n'est pas en train de dire que tout va bien. On n'est pas en train de faire du Laurent Alexandre ou je sais pas quoi. T'inquiète, la techno va nous sauver. On va continuer comme avant, exactement. Tout est bien. Et rendors-toi, ferme les yeux. Tu vois, c'est pas du tout ça notre discours non plus. Mais effectivement, faut faire du mieux qu'on peut. Bien sûr. Non, mais pour les figures, on a un problème de système politique. C'est que la Ve République oblige à avoir une incarnation forte et un projet cohérent porté sans trop de fêlures. Parce que tu as un système médiatique qui va s'opposer à toi, tes adversaires vont s'opposer à toi, et du coup, si tu montres trop de fêlures, de doutes, de nuances, tu as quand même pas mal de chances de te faire ratatiner, sauf si tu as coalisé un groupe
assez fort, assez solide, qui te soutient. Et le problème, c'est la création de ce mouvement collectif institutionnalisé et un peu robuste. Et quand t'as pas ça, tu dois développer ta carapace et foncer tête baissée en étant, comme Jean-Luc Mélenchon, celui qui met en cohérence un récit long de ce qu'est la France, la République, de où on en est aujourd'hui, de comment articuler tous ces aspects d'inégalité, de transition énergétique, climatique, de racisme, parce que là on en a toujours pas parlé, mais il y a les personnes racisées et les étrangers, ils prennent méga cher en ce moment. Et du coup, il faut une figure qui articule tout ça et se blinde. Et notre problème, c'est qu'avec la Ve République, tant qu'on n'a pas de système politique collectif assez robuste pour porter un projet ensemble, eh ben, on va devoir avoir une tête de gondole qui ne pourra pas faire trop dans la nuance. Alors on peut souhaiter qu'elle n'ait pas certains travers, tu vois, qu'elle soit mieux et tout, mais il y aura cette incarnation. Et le problème avec les incarnations, c'est que c'est impossible. Il y en a aucune, il n'y en aura jamais. Enfin, c'est impossible d'avoir de l'incarnation d'une parole forte et qui va vers l'avenir et qui propose une issue sans biais charismatique. Et le biais charismatique, toujours, ça va susciter chez une partie du public un aveuglement, une foi. Un élan, c'est la légitimité charismatique chez Weber. C'est comme ça que se font toutes les religions, c'est comme ça que marchent tous les phénomènes sectaires, c'est comme ça que marchent beaucoup d'actions humaines. Il y a sûrement plein d'entreprises en France, dans le monde, partout, qui tiennent par le charisme du ou de la fondatrice qui impulse. Et ça, c'est forfaitaire. On peut diffuser des armes pour ne pas se faire piéger. On peut mettre des codicilles nuancés, avoir des institutions collectives qui justement fassent force de rappel pour que la figure charismatique soit rappelée à des réflexions plus profondes et et en dehors de la bagarre. Mais tu auras toujours cette identification charismatique et cette foi et ces phénomènes un peu sectaires, un peu idiot de la part de certains supporters. C'est obligé. Malheureusement, tout ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions collectives pour que ça n'arrive pas. Moi, je suis pas à la France Insoumise, mais ils ont clairement à bosser là-dessus. Il n'y a pas de statut dans leur parti. C'est ça. Il n'y a rien. Tu dis un truc qui est très vrai et très général, mais après, typiquement, dans un parti, si tu as plusieurs courants qui existent, éventuellement, la position que tu défends en tant que leader, tu es certes des leaders charismatiques ou machin, mais tu es censé tenir compte d'un équilibre entre des forces, etc. Après, tu as le problème, tu finis comme Hollande, tu dis bien plus sûr, rien et tout. C'est pour ça, il y a pas... C'est quand même des années. On n'a pas fait de politique, on prétend pas avoir la solution parfaite du parti qui est à la fois ultra démocratique, mais ultra efficace et ultra ceci et cela. Genre, on est très conscient que c'est pas facile, le jeu politique. C'est pas facile le jeu politique, particulièrement quand tu cherches justement à mettre de la démocratie, à représenter largement, etc. Donc c'est très facile de juger de l'extérieur, c'est beaucoup moins facile de changer quelque chose de l'intérieur. Ça, on est très conscient qu'on est très mal placé pour donner des bonnes notes, je sais pas quoi, des blâmes et tout. Après, c'est dur extérieurement de ne pas se dire qu'il y a quand même un petit bail politiquement au sein de la FI avec un fonctionnement très centré autour de Mélenchon et de son cercle proche, dans lequel, sur certains sujets, c'est assez dur de faire émerger éventuellement des positions qui seraient contraires ou juste différentes de celles du cercle. Et inversement, on a parfois l'impression que si dans le cercle, il y a un changement d'avis qui se fait sur X ou Y parce que ça se fait. Ou les marottes. L'appareil. C'est trucs sur la mer et l'énergie marémotrice. Enfin, c'est sûr. Je suis pas à la FI, mais j'imagine que si tu es dans le livret développement durable ou énergie ou santé et tout, tu dois voir les marottes de Mélenchon et les trucs qu'il amène lui. Et juste parce que c'est ses sujets et qu'il aime bien ou que son cercle aime bien, et tout d'un coup, ça fait, 2 minutes d'interve dans une émission politique du soir. En face de Salamé. Et du coup, c'est difficile, il y a ce problème-là. C'est à l'orga de s'instituer pour mettre des mécanismes collectifs pour tempérer tout ça, mais je pense que c'est indispensable. T'as pas de politique sans incarnation. Tu pourrais imaginer pas du tout la Ve République, un système entièrement proportionnel à l'italienne, à l'allemande, ou tout ce que tu veux. T'aurais quand même des figures d'incarnation et des fans. Et avec l'aveuglement et les indignations sélectives et tous les travers que t'as décrits, c'est malheureusement forfaitaire.
Mais je pense que ce qui ressort quand même de tout ça, c'est ça va être le moment un peu bisounours, mais c'est derrière les individus la force du collectif et la force de penser ensemble. Et je trouve que c'est intéressant d'ailleurs parce que on vous a proposé un interview et puis Ludo c'est un peu la personne connue de Osons Causer et vous nous avez tout de suite dit mais en fait on a envie de le faire à deux et en fait ce projet que vous portez c'est un projet qui a toujours été collectif et enfin on en parlait tout à l'heure avec Vincent. Moi, je crois beaucoup derrière des individus brillants. Et en effet, on a besoin d'incarnation, on a besoin de pouvoir se projeter et dans quelqu'un. Mais de la force des idées qui se construisent dans un collectif et dans le débat et dans une forme de démocratisation qui est autre. Et je trouve que votre chaîne, pour ça, c'est un peu un exemple de comment finalement c'est dans la confrontation et dans aller chercher de l'info, ouais, mais aussi dans le débat que naisse le fait que merci. Merci, mais tu vois pas les coulisses parce que nous on est la plus petite forme du collectif, tu vois, on est le couple et ça et du coup ça nous les débats internes entre Steph et moi vous les voyez pas, tu vois, mais c'est vrai que heureusement qu'on est deux, je pense que et qu'on a été trois au début. Si on n'avait pas été trois on n'aurait jamais fait ça. S'il y avait eu juste Xav ou moi ou Xav et Steph ou un vice versa on n'aurait jamais lancé notre chaîne. Et là toutes les positions qu'on tient je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Mais c'est vrai que le fait que dès le début de la chaîne, qu'on avait choisi au départ que tu allais être devant la caméra, et on a tout de suite eu, justement, parce qu'on a déjà réfléchi à ces problématiques-là, on a tout de suite su que, évidemment, du coup, c'est toi qui allais être reconnu principalement, nanana. On a tout de suite eu l'idée qu'on a fait des choix forts. Par exemple, tu n'as jamais dit « je pense, nanana ». Depuis le début de la chaîne, tu dis, nous, à Osons Causer, on pense que nanana. Donc en fait, même les gens qui ont aucune idée de qui est Xav le troisième avec qui on a fait la chaîne, ou moi-même, ils savent que c'est pas que Ludo qui parle, ils savent que c'est un truc collectif. Même s'ils n'ont aucune idée de quel est vraiment ce collectif. Et ça, c'est un truc qui a été lié à une réflexion. Oui. Et pareil, depuis le début, on écrit nos textes ensemble. Faut qu'on s'accorde, etc. pour faire une vidéo. Vous voyez pas les problèmes que ça pose. C'est pas toujours facile, c'est sûr. Ouais, et puis nous, on a un truc qui est quand même assez simple, c'est qu'on peut fonctionner de manière collégiale, qui est le même fonctionnement que tu peux avoir dans des trucs d'avocat, de machin, d'architecte, etc. Ça marche. Ça peut marcher quand tu es dans une assez petite structure et que tu n'es pas trop en désaccord. Et même là, des fois, ouais, c'est pas toujours facile. Mais effectivement, quand tu dois gérer un parti politique, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire exactement... t'es obligé d'avoir de la délégation, t'es obligé d'avoir du pouvoir institué, t'es obligé d'avoir des porte-paroles qui à la fois portent la parole, mais peuvent aussi prendre la parole pour se porter. Et du coup, t'as ces dynamiques que nous, on a moins à gérer un peu, dont on était conscient depuis longtemps, donc ça nous a aidé peut-être à limiter certains effets. Mais effectivement, c'est... Voilà, nous on le fait à toute petite échelle, maintenant le faire à l'échelle d'un parti politique... Courage. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos et qu'on n'est pas en politique. C'est à la fois parce qu'on pense que c'est utile ce qu'on fait, en tout cas on l'espère, mais on le pense, mais aussi parce que ça nous on n'a pas une grosse appétence pour tous les enjeux de pouvoir, de machin, de trucs que tu es obligé de faire quand tu es dans une force politique, même si c'est pas ton délire. Même si tu n'as pas une attirance particulière pour être le chef, la chef, etc., faut quand même jouer un peu ce game. La manœuvre, la manigance, le réseautage, ces choses-là, c'est des compétences. Et il n'y a pas de projet collectif. Là, on dit en politique, mais il n'y a même pas de projet collectif dans une grande entreprise ou dans une grande institution, une grande collectivité locale. Il n'y a pas de grand projet collectif sans une partie de manœuvre, manigance, stratagème, stratégie. Et tout ça, c'est des compétences qui, malheureusement, sont obligatoires. Tu peux pas monter par pure force de l'onction divine et par pur charisme de t'es formidable et tu irradies et donc on va te porter, ça n'existe jamais. Et donc, c'est vrai que dans les structures politiques, tu dois faire avec cette anti-sélection. Tu sélectionnes... Comme les gens sont obligés d'avoir ces traits et ces compétences, en un sens, ton organisation et tout ton élan collectif doit faire avec
ces travers-là. Et du coup, il faut faire attention à comment tu choisis tes leaders, Et ça, comment est-ce qu'ils incarnent. C'est un résultat très, 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 très vieux de la sociologie politique, quoi. Déjà, dans les années 1920, tu avais des travaux de sociaux sur le mouvement social-démocrate allemand, qui à l'époque n'était pas social-démocrate comme aujourd'hui, était juste à côté du PC, quoi, et du PC de l'époque, qui n'était pas celui d'aujourd'hui non plus. C'était censé être très à gauche, etc. Et en fait, les premiers sociologues qu'on a fait là-dessus, ils ont tout de suite dit, ok, attention, il y a du pouvoir, c'est comme dans toutes les institutions. En fait, les chefs, ils décident beaucoup plus. En fait, nanana. Et on dit, attention, il faut toujours avoir conscience des enjeux de pouvoir et qu'il y a un rôle de penser des institutions, des rites, des instances, de créer des cultures qui font contrebalancier, qui font des points d'équilibre pour mettre des freins à ces choses qui non seulement on peut penser que c'est en partie dans la nature humaine, mais c'est aussi dans la nature de ces jeux sociaux-là, de ce jeu politique, de sélectionner ce genre de comportement. Et attends, rajoutons encore une couche. C'est que même une fois que tu es lancé là-dedans et que tu as voulu tes institutions pour démocratiser et faire force de rappel, il faut pas vouloir de solution parfaite non plus. C'est qu'il faut aussi une dose de discipline et d'accommodement avec des travers et des choses qui sont pas aussi blanches que t'aimerais. Parce que sinon ça tient plus. Sinon le collectif il éclate tout de suite, tu vois. Et du coup c'est une espèce de balancier entre comment est-ce que tu mets de la démocratie et comment est-ce que tu as une discipline et un élan collectif où tu acceptes d'avaler certaines couleuvres, de faire des compromis, cette énergie collective là, elle est dure à garder, parce qu'il faut, et souvent tu la gardes avec des victoires, hein. Il n'y a aucun parti politique qui tient très longtemps en se faisant laminer à chaque fois, hein. Parce que dès que tu gagnes, tu places tes gens, tu mets de la thune, tu rigidifies un peu les réseaux, t'as beaucoup plus de permanents, beaucoup plus de postes de députés, beaucoup plus de thunes qui arrivent dans ton parti, et du coup t'as besoin de victoires pour garder ce feu sacré, mais faut pas attendre d'un parti politique ou d'un élan qui soit absolument pur et qui satisfasse à tout. C'est comme pour la transition écologique, ça aura des défauts. Et ça ne peut pas ne pas en avoir. La question, c'est comment tu crées l'équilibre. Et on n'a pas de réponse. On va pas se mentir. Cet entretien, il me fait du bien parce que il me donne quand même de l'espoir. C'est-à-dire que je trouve que quelque chose qui manque aujourd'hui à gauche, c'est l'espoir. C'est qu'on est... tout est trop grand. Tous les combats c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Les combats, ils sont immenses devant nous. Qu'on parle en effet de transition énergétique, mais plus globalement d'écologie, et comme vous le disiez après, d'inégalité, mais on pourrait rajouter tellement de questions, en fait. Et du coup, ça fait extrêmement peur. On est dans un moment historique où on a l'impression qu'il se passe des choses incroyables, et des prises de conscience incroyables, et dans le même temps, où il y a le pire, quoi. Enfin, on en parlait tout à l'heure, il y a Zemmour, il y a une forme de fascisation. Je pense que ce qui est souhaitable aujourd'hui, c'est de pouvoir se projeter dans un futur qui est autre, d'un monde qui est pas parfait. Évidemment, où on va devoir faire des compromis, vous l'avez souligné différentes fois, sur différents sujets, mais où on va quand même dans un but vers un cap qui n'est pas celui que prennent malheureusement les gouvernements successifs qu'on a connus, quoi. Je comprends. Alors, un des outils que nous on utilise, c'est un peu notre credo, c'est là où on est situé, c'est de diminuer la montagne. C'est comme si on la taillait en pièces par la pensée. En fait, plus tu comprends un problème, plus tu le compartimentes en petites briques. Et petit à petit, au lieu d'avoir un gros tas énorme qui te dépasse, t'as des morceaux, des briques que t'arrives à lier entre elles et comprendre, décortiquer, arriver à mettre en mots, en concepts, en chiffres. Ça aide à moins te sentir dépassé par la tâche que tu as à surmonter. Et du coup, le problème, c'est qu'après, il faut faire ça pour plein de sujets et arriver à les articuler ensemble et tout. Ça veut pas dire que c'est une solution magique. Mais nous, quand on prend un problème, n'importe lequel, si on le comprenait pas, on serait dans la merde. Tu peux avoir... Et d'ailleurs, c'est le cas. Il y a plein de problèmes qu'aujourd'hui, on ne comprend pas au niveau collectif. Et du coup, des fois, on se lamente qu'on va pas dans le bon sens. Mais en fait, si on comprend même pas bien les problèmes,
En fait, c'est normal qu'on n'aille pas dans le bon sens. C'est normal que ça fasse peur. Bah Mais oui. encore heureux que ça fasse peur. Parce que ça suscite la peur, elle suscite de la sidération, elle nous met en arrière, elle peut nous tirer vers le bas, mais elle stimule. C'est la même chose qu'on disait sur les transitions énergétiques, impulsées par les chocs pétroliers, impulsées là par une invasion et des morts et une guerre. Tous ces trucs-là, ça stimule aussi. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire pour amener de l'espoir, c'est de décortiquer, d'amener du savoir, de mettre en concept, mettre en mots, pour maîtriser l'écueil, la montagne qu'on a à gravir. Et souvent, Alors, petite parenthèse, je pense que je vais perdre cette idée, mais je pense qu'il y a un truc auquel je réfléchissais, je m'étais jamais fait la réflexion comme ça, mais en t'écoutant, pas mal de gens proposent un peu une sorte de grand récit. Ils ont un peu leur marotte chacun, mais la solution c'est la décroissance, la solution c'est le nucléaire, la solution c'est ci, la solution c'est ça. Et en fait, nous, si je réfléchis à ce qu'on fait depuis des années, on fait pas ça. En fait, on vend pas un espoir, une solution, un truc aux gens qui nous écoutent. Ce qu'on fait, c'est que pas à pas, on fait, ok, on va prendre ce problème qui a l'air important, on essaye d'être calé dessus et de vous permettre de le capter en une demi-heure, 1 heure. Ensuite, on prend ce gros problème, on essaye d'un et voir les solutions, tac, 1 demi-heure, 1 heure. Ce problème. Et en fait, l'acte un peu de foi qu'il y a derrière ça, c'est que il y a moyen de connaître les choses, il y a moyen de comprendre. Quasiment tout le monde est capable de comprendre quand c'est expliqué correctement, et que du coup, si on prend effectivement les problèmes les uns après les autres, modestement, pas à pas, et qu'on les rend accessibles, qu'on rend cette compréhension accessible, bah en fait, pas à pas, tu recrées un espoir. Mais c'est pas un espoir de j'ai une solution, un grand récit à te vendre, un truc, la solution c'est ça, ça. C'est juste l'espoir de pas à pas, et je le dis, je sais pas si c'est ce que ressentent les abonnés de Osons Comprendre par exemple, mais moi c'est ce que je ressens en le faisant, c'est ah bah ok, ça je capte ce qu'il faut faire, ce qui est fait, ce qui reste à faire. Dans certains cas, tu te rends compte que c'est un peu plus la merde que ce que tu avais pensé. Il y a aussi beaucoup de cas où tu te rends compte que la réalité est moins pire que ce que tu peux croire, que ça va mieux, qu'on s'avance déjà sur certains trucs. Et du coup, pas à pas, tu te rends compte que c'est pas toujours la même réponse, c'est pas toujours réponse A, réponse B, c'est pas toujours les mêmes qui ont raison, mais souvent, il y a moyen de faire quelque chose. C'est très rare de se retrouver avec un problème et de se dire ah là, c'est impossible, il y a zéro solution, etc. Et du coup, dans le côté espoir, je suis très content que ça suscite ce genre d'émotion, la discussion qu'on est en train d'avoir chez toi. Bah j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de pas prétendre avoir la solution, le machin, mais pas à pas, c'est quand même la direction vers laquelle on va. Et souvent, le truc qui fait peur, c'est pas tellement comment on va régler un problème dans le futur. Parce que ça peut se décortiquer pragmatiquement. Le truc qui fait la vraie angoisse, c'est de pas trouver de médiation pour y arriver ensemble collectivement. C'est de se tourner, de regarder les copains, les copines et de se dire là on va pas, on n'arrive pas à se parler, c'est la merde, on prend des directions fascisantes, on est en train de s'écarter de ce qu'il faudrait faire. C'est là d'où naît l'angoisse et c'est ça qui t'empêche de dormir. Tu peux pas perdre le sommeil parce que tu te dis qu'il n'y a pas de solution à la transition énergétique. Enfin, il y a peut-être Jean-Baptiste Fresso, ce qui est normal, mais tu vois, normalement, c'est pas ça qui nous fait pas dormir. Ce qui nous fait pas dormir, c'est de voir les copains, les citoyens, les citoyennes, les gens autour de nous qui prennent d'autres directions, qui ont d'autres émotions, qui en sont pas au même point. Et du coup, la peur de l'élan collectif, nous, on va pas pouvoir la décortiquer, tu vois. Ça, c'est un travail à faire, justement, chacun en discutant, en partageant des messages, en mettant de la nuance, en créant des énergies collectives. Et c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Tu vois, qu'on doit faire quand on réagit à quelque chose. Tu vois, il faut le déconstruire en soi. C'est si à chaque fois que tu découvres un nouveau problème, bah t'es aigri, tu vas dire ah non là c'est pas bien et tout, alors je suis pas d'accord, ou si tu vois Mélenchon qui raconte n'importe quoi et que tu te dis ah bah du coup je l'emmerde lui et tout, il dégage. Quand t'as une réaction qui est trop extrême et qui empêche de créer du lien collectif, tu fais aussi partie de ce problème d'élan collectif qui t'angoisse en réalité. Et du coup, ce jeu-là, nous, on n'a pas de réponse, on va galérer à le décortiquer, c'est pas tellement ce qu'on fait sur le site internet, mais c'est là où il y a une vraie angoisse collective, et je pense qu'on est chacun responsable de ce problème et de comment on le gère, et du coup, c'est à nous de partager plus de connaissances et plus d'humilité
pour qu'on arrive à bosser tous ensemble. Ouais, et c'est important aussi de se rappeler de ce qu'on a en commun. C'est-à-dire que là, par exemple, on a critiqué sur certains points de désaccord Jean Covici, Fressoz, Mélenchon, plein de gens. Ça veut pas dire qu'on pense qu'il n'y a pas plein de choses importantes, intéressantes dans leur travail. Ça veut pas dire qu'on pense pas qu'il y a plein de choses qu'ils ont encore à nous apprendre. Ça veut pas dire qu'on pense que c'est des mauvaises personnes. Souvent, le débat un peu... Il y a une partie du débat politique ou sociétal aussi largement et tout, qui est un peu dans un game où en fait soit t'es 100% d'accord avec des gens, soit c'est ciao, les jeter à la poubelle. Faut les jeter à la poubelle, etc. Et c'est très tentant. Des fois, des gens, ils te gonflent sur un truc. Peut-être que des gens qui nous regardent, il y a un truc qu'on a dit dans la vidéo sur le nucléaire, sur ceci, sur cela, ça vous a gonflé. Vous dites, ah, mais je vais plus les écouter. Nous, on a eu un peu ça quand on a fait des vidéos sur les vaccins. On a défendu les vaccins. Hop, il y a une partie des gens qui sont là. Ça nous intéressait vachement ce que vous disiez jusqu'à maintenant. Mais maintenant, vous avez fait cette position qui n'est pas la mienne. Maintenant, je vous écoute plus. Vous êtes forcément des merdes, des vendus, des ce que vous voulez. Et en gros, nous, on aimerait bien. Et du coup, je le précise bien pour pas donner l'impression que ce qu'on a dit en critique sur des gens, ça voulait dire ils servent à rien, faut pas les écouter. Non, c'est bien de se critiquer, c'est comme ça qu'on avance. Mais le but, c'est aussi après, à la fin de la journée, de se rappeler qu'on a beaucoup de trucs à faire et qu'on a on a intérêt à voir aussi ce qui nous rassemble pour avoir une chance d'y arriver, quoi. Voilà. Avec et Steph, merci. Merci à vous. Du coup, on bosse ensemble, on a besoin de vos commentaires et de vos partages parce qu'ils font des vidéos YouTube, mais il leur manque des YouTubeurs. Et puisqu'ils en invitent un, partagez cette vidéo. C'est très Merci important. à vous tous. Ciao. Ciao.